ben voilà, on va pouvoir commencer. Tout est en place. Et contrairement à la dernière fois, cette fois, j'ai une deuxième caméra avec un contre-jour dégueulasse, mais là je peux absolument rien faire. J'ai une lampe jupitérienne qui annihile tout. Pour l'instant, j'ai que ça comme éclairage. Ça s'appelle une ampoule. C'est de la merde. Le matériel, il arrivera au fur et à mesure. Déjà, j'ai retrouvé une deuxième cam. Je sais pas où je l'avais rangée. Elle est flambant neuve. Ça fait des années que je l'ai, je l'avais jamais utilisée. Maintenant, on l'a, on s'en sert, on la sort. Je vais commencer par préparer ma campagne D&D. Pour le coup, c'est une véritable préparation vu que je fais la créa de perso demain. Demain, c'est le 13 janvier. Et donc le 13 janvier, je vais attaquer donc cette campagne par une créa de perso, une rencontre avec joueurs et joueuses que je ne connais pas pour la plupart. Donc ça va être sympa comme tout, et ça va me permettre de me donner une semaine de plus pour être prêt pour lancer tout ça. Comme je le disais dans la P1, en fait, le plus important pour l'introduction du jeu, ça va être mon village, que j'avais déjà résumé la dernière fois. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'ai le bouquin cette fois sous les gueules, donc je vais pouvoir montrer déjà... vite fait, très vite fait, hein. De toute façon c'est la qualité d'image est immonde, c'est en inversé et tout, donc si vous voulez savoir, et en plus j'ai un contre-jour horrible, c'est parfait. La manière dont est présenté dans le bouquin, c'est comme je le disais, quand on parle du village, on a la map du village, donc on a en plus grand pour les joueurs, on a une belle feuille, je crois que c'est du A3, je crois, le format de la carte qu'on a dans le kit. On a le contexte, donc qu'est-ce qui va se passer. Donc ça c'est la partie MJ, c'est-à-dire pourquoi que c'est le Sbeul dans la région de Fondaline. Bon bah grosso modo il y a un dragon qui s'est installé, hein, donc oui ça fout la merde, c'est le principe, hein. Comme je le disais, un dragon, bon ou mauvais, c'est plusieurs tonnes de bouffe par semaine, et ça bouffe pas des fougères quoi, donc ça gêne le voisinage en général, on les aime pas trop. En plus là c'est un jeune dragon, il est en croissance, donc il faut qu'il mange le bonhomme. Ensuite, on a une présentation, donc bienvenue à Fondaline. Ce qu'on va y trouver, un carré, un encadré là. Une description à dire aux joueurs si on sait pas trop comment décrire un village, c'est pas mal. Situé au creux des contreforts rocheux des monts de l'épée, enfin voilà, ce genre de description. Ça aide carrément les MJ débutants à faire une description s'ils sont pas à l'aise avec maintenir le flow et décrire ce qui est vu. Là au moins on se concentre, les victimes comprennent en voyant le MJ planter sa tête sur le bouquin et lire que faut écouter un peu et après poser les questions. Normalement quand on a affaire à des gens qui ont un minimum de politesse, on est bon. Ensuite on a quoi? On a une description des lieux, donc comme je le disais, donc l'auberge, les magasins. Ici il y a la table que je décrivais des rumeurs, là, le fameux D6 de rumeurs. Chaque ligne, hein, c'est une rumeur différente, et moi je les tiens au dé, comme ça je me fais pas chier. Petite chose que j'ai pas précisé mais qui est intéressante, donc en gros, dans D&D, il y a des objets qui s'appellent les potions de guérison qui permettent aux joueurs de se soigner. Si là l'équipe veut en faire l'acquisition, il faut débloquer le PNJ qui les vend. Et elle en a en quantité limitée, et pour représenter cette quantité limitée, ce que propose le jeu, qui n'est pas con du coup, c'est un système de... il y a des cartes d'objets magiques. Bah quand il n'y a plus d'objets magiques potions de guérison, il n'y a plus de potions de guérison pour les joueurs. C'est un peu punitif au sens où s'il y a par exemple un groupe de 2 joueurs, aura beaucoup plus de potions par personnage qu'un groupe de 6 joueurs, puisque du coup, bah, s'il y a 5 cartes, il y a 5 cartes. Donc il y a une victime qui est là, elle est victime jusqu'au bout, puisque elle arrive et elle a pas ses potions de soin. Maintenant, plus il y a de joueurs, plus il y a de chances qu'il y ait un guérisseur dans l'équipe, donc ça compense. Il y a des petits encadrés comme ça, et donc on continue sur l'explication, donc ce que moi j'ai résumé, grosso modo, voilà, hein, donc moi ce qui me prend littéralement une page, donc c'est-à-dire un résumé de toutes les informations dont un MJ a besoin à mes yeux pour pouvoir gérer son village, et encore moi il y en a beaucoup trop à mon sens des informations sur cette page. Pour un MJ débutant, on va mettre donc tout, 1, 2, 3, 4 pages, bon moi ça m'en prend 5 pages, moi ça va en prendre une. Voilà. Et je pense que la plupart des MJ auront pas besoin d'autant de notes que ça une fois qu'ils ont de la bouteille. Bon, je pense qu'après avoir maîtrisé 2-3 campagnes, pour moi en tout cas à mon sens, après avoir maîtrisé 2-3 campagnes, pas après les avoir lues dans un bouquin, après les avoir maîtrisées, on se rend compte de toutes les informations
que l'on peut supprimer, et c'est aussi un excellent moyen d'apprendre ce que l'on est capable ou pas de faire, de manière très simple. J'ai décidé de supprimer tel ou tel élément de ma préparation de campagne. Quand je maîtrise, je vois que je n'arrive plus à maîtriser parce que je n'ai plus les éléments dont j'avais besoin, je les remets en fait. C'est comme ça qu'on va retirer, qu'on va écumer tout simplement tout le surplus inutile d'une préparation. Par exemple, j'ai vu moi des maîtres du jeu qui préparaient avec énormément d'illustrations leur scénario. Je leur demandais à quoi ça sert, parce que du coup tu peux pas me montrer ton scénar, puisque tu peux me montrer ton image, puisque le scénar à côté de l'image, donc tu peux pas me la montrer. Mais en fait, les MJ qui faisaient ça, eux, ça les aidait. Ils voyaient le gros monstre en fait sur la partie de leur donjon et ils se rappelaient directement, ah oui, il y a ce monstre là, et ce monstre là je l'ai mis là, et donc quand les PJ le rencontrent, ça fait ça, tac. Et dans le cheminement de pensée du MJ, avoir son illustration du gros strum du donjon sous les yeux, ça l'aidait. Moi ça me sert à rien. Mais moi je préfère à mon petit jeton de monstre, là, j'en ai plein. Hein. Parce que je disais, là, on a une armée de jetons de monstres. Voilà, moi c'est avec ça que je vais me rappeler ce que je vais leur mettre sur la tronche et que je vais me permettre d'improviser ce que je vais leur balancer à la gueule. Puisqu'en fait j'ai préparé, c'est pour ça que je parle de préparation d'improvisation. C'est-à-dire en fait, je mets des monstres dont je sais comment je vais les exploiter. Au sens, tel monstre est censé être une présence terrifiante, tel monstre est censé être juste un danger parce qu'il est puissant, ou voilà. Et ensuite, je vais improviser sur quand est-ce que je les sors, comment je les amène, tout ça. Voilà, moi c'est ma manière. Mais chaque MJ va développer au fil du temps, au fil des années, ses petites astuces. Ça sert à rien de se dire, je vais essayer de faire un mix de tout ce dont j'ai entendu parler. Non, c'est instinctivement, au fur et à mesure, on développe des petites astuces en se rendant compte que ça c'était pratique, donc je vais le réutiliser mais je vais changer un peu la manière, ce genre de choses. Particularité donc de cette campagne d'introduction que je trouve assez marrante, pour le coup, donc là ça rejoint ce que je disais dans le sens le monde vit, même quand les PJ ne sont pas présents dans une zone. En gros, à chaque fois que que notre groupe de victimes va se rendre dans une zone, on va lancer un D20, et ce D20 va déterminer où est le dragon à ce moment du scénario, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Si, mettons, donc là, mon groupe de PJ se rend à la zone de Conyberry, mon petit tableau de 20 cases de où c'est qu'il est le donjon, donc je lance mon D20, 7, il n'est pas à Conyberry, excellente nouvelle pour les joueurs, il est à la flèche de givre, et donc par conséquent, si par la suite les victimes se rendent à la flèche de givre, je décrirai un élément qui indiquerait très clairement le passage du dragon. Par exemple, vu que là c'est un dragon blanc, du bétail congelé ou un truc comme ça. Et donc en fonction de la zone, j'adapte, hein, bien sûr. C'est-à-dire que le scénario me dit par exemple où habite le dragon, ce genre de choses, clairement des signes de présence du dragon dans son repère, même s'il n'est pas présent au moment du passage des PJ. Et donc aujourd'hui on va préparer un scénario annexe. Donc une quête avancée qui se débloque une fois donc que les PJ ont fait au moins 2 des 3 quêtes de départ. Ils débloquent une quête avancée, enfin ils débloquent les quêtes avancées, et après, les PJ vont choisir lesquelles ils vont faire, alors nous on va en prendre une au pif, alors la chance, je veux qu'il y en ait 6 et que j'ai un des 6, donc je suis une grosse feignasse, hein. Comme ça je vais découvrir en même temps que vous, hein. J'ai rien préparé du tout là-dessus, j'ai pas besoin, je suis en phase de préparation, c'est le principe. Et donc on sera à la 4ème quête, comme ça on s'embête pas, la 4ème quête, la quête d'Axelholm, ou d'Exholm, ouais c'est plus ça, la quête d'Exholm. Ça tombe bien, c'est la première qui s'affiche, c'est parfait pour les feignasses. Donc qu'est-ce qu'on va avoir sur Exholm? Déjà, le niveau de la quête est indiqué. Adapté aux personnages de niveau 5. Les personnages de niveau 3 et 4 peuvent le faire, mais ils vont prendre cher. Hein. Des personnages qui ne sont pas de niveau 5... Il faudra être clair sur un point avec les PJ. Ils vont se faire probablement violenter. Après tout, nos petites victimes sont là pour se faire violenter un peu. Néanmoins, ça inclut du coup que s'ils y vont avant le niveau 5, faut qu'ils réfléchissent avant d'agir. À titre personnel, si je vois que j'ai affaire à des gens un peu bourrins qui ne veulent pas trop se prendre la tête quand ils jouent, je diminue la difficulté pour éviter qu'ils se fassent broyer la tête à 100%. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont aller faire un tour chez Morphée, mais on va éviter de tous les massacrer quoi. C'est une question là de mentalité de joueurs. Si on me dit que c'est pour du niveau 5 et qu'ils y vont avant, je me mets en note que ces victimes sont un peu limitées dans leur mentalité, adoucir la violence de la zone.
Quand on nous parle d'Exolm, on nous donne toutes les caractéristiques du site. On nous décrit ce que c'est. La première chose qui est importante pour moi, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est hyper importante quand on parle d'Exolm, c'est que c'est une ancienne forteresse naine. Pour moi ça va avoir des caractéristiques qui vont être plus ou moins importantes en fonction de ce qui va m'être décrit. Soit ça va être trop grand parce qu'on va avoir affaire à des nains qui ont un côté mégalomane, et donc par conséquent on va avoir des portes de 6 mètres pour des mecs d'1m50. Soit ça va être trop petit parce qu'en fait ça va être des nains qui n'aiment pas trop recevoir, et par conséquent tout est à leur dimension, et si t'es pas nain, tu te débrouilles. Ça va être une question de mentalité de ce qui va être décrit. En général, dans Donjons et Dragons, ils aiment bien avoir des nains qui font dans le gigantesque, mais parfois ça peut être très drôle d'avoir tout un palais nain à dimension naine et te retrouver avec ton barbare de York complètement paumé dans le donjon, ce qui est très drôle. Donc forteresse naine, alors je crois avoir aperçu dans la description de la quête, on voit au cœur d'une montagne à plus de 20 km, donc ça fait quand même une petite journée de marche. Il y a une ancienne forteresse, et donc ce qu'on nous dit, c'est que si le dragon venait à attaquer de manière brutale le village, le maire il voudrait que les villageois s'y réfugient, donc c'est que le bâtiment il va présenter un intérêt stratégique de base, qui est qu'il est facilement défendable. Donc moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que du coup, s'il y a des menaces, il va être facilement défendu contre, par exemple, des PJ trop intrusifs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous donne comme caractéristique. Directement dans le bouquin, ça c'est pratique quand même, on nous donne directement les caractéristiques d'Exolm. La première information que j'ai sur les caractéristiques, c'est qu'il y a des balistes. Je me dis, s'il y a un monstre qui a un minimum d'intelligence, et qu'il y a des PJ qui se pointent à la fenêtre, bon, il y a de bonnes chances qu'il y ait une victime qui se prenne un carreau dans la tronche. Une question de principe. Comme ça, ils savent qu'il y a des balises ils savent qu'il y a des armes dans la forteresse et qu'elles sont fonctionnelles. Ils s'en sont prévenus dès le départ, ça les calme un peu, ils font preuve de prudence. Encore une fois, si on a des têtes brûlées, un gros carreau dans la tronche, ça calme. Il nous indique des cheminées qui permettent d'entrer dans la forteresse déjà. Si on a un montant d'air dans l'équipe, c'est parfait. Et après, moi, je peux même le voir en exploitation de passer d'un étage à l'autre à travers le conduit de la cheminée. Donc ça, c'est une fois de plus, se dire, il y a peut-être quelqu'un qui va tenter ça, puisque j'ai cette information-là, à partir du moment où je la donne au PJ, il y en a un qui va tenter un truc stupide. On l'exploite pas. Clairement, il y a quelqu'un qui va exploiter un truc stupide. Il y avait des torches dans la forteresse, là, il n'y a plus que les porte-torches, ça inclut que l'éclairage dans la forteresse va être pourrave. Faut décrire dès le début qu'ils y voient pas grand chose. S'ils n'ont pas le matos, il faut que le groupe de victimes fasse demi-tour et aille chercher de quoi s'éclairer, parce qu'autrement ils vont morfler. Après, si on a des gens qui voient dans le noir, tout ça, bon, ça règle le problème, mais faut dès le départ insister sur le fait qu'ils voient que dalle. Ça va être important. Dans la forteresse, on n'y voit rien. Il y a des meurtrières. S'il y a des meurtrières, une créature peut s'y défendre, ou peut s'y faufiler si elle est petite. Là, on m'indique clairement qu'une personne de taille P peut se faufiler en réussissant un test de dextérité dans une forteresse. Donc pour moi, un personnage de taille P, ça peut être aussi une petite saloperie, hein. Un petit monstre que je voudrais faire sortir. Ou par exemple, dans la première partie justement, on parle de geléoc ou de trucs comme ça, donc un monstre qui est capable de changer sa dimension pour rentrer dans un trou, là c'est parfait pour lui. Des portes massives, hein, on est quand même sur de la porte de forteresse naine, donc si les joueurs veulent l'enfoncer, ça prend du temps, et ça pue. Parce qu'il y a plein de ghouls, donc faut aussi décrire, donc faut penser à décrire ça. C'est un endroit où il n'y a pas de lumière, où il y a une odeur immonde, où tout est antique, massif, solide. En gros, il y a cette pourriture permanente, mais on sent que ça tient. Ça fait 3000 ans que ça pourrit, mais c'est encore là, quoi. Faut qu'on ressente ça quand on décrit l'ambiance. Faut vraiment qu'on se dise, je suis dans un endroit, ça fait limite château hanté. D'ailleurs, c'est littéralement un château hanté, mais de la manière dont on le décrit, faut qu'on sente qu'il y a un risque de contamination, de maladie, de mort qui est présent, et qu'en tant que refuge, en vrai, au moment où on met les pieds dedans, déjà, on se dit ouais, c'est vraiment le dernier recours, parce que de base, en fait, on peut mourir du tétanos en touchant une porte ici, c'est quand même un peu dangereux. Néanmoins, les PJ sont des bons gens, donc ils vont y aller, donc on nous décrit comment se passe l'arrivée, avec toutes les épreuves qui vont permettre aux PJ d'entrer, à savoir les cheminées, la grosse porte à casser, les meurtrières, comment les PJ vont se débrouiller pour entrer. Ça, c'est on leur met un maximum d'options, et c'est les PJ. Faut pas les orienter en leur disant tu fais comme ça ou tu fais comme ça, c'est au PJ de réfléchir. C'est justement là, sur un scénario comme ça, là en plus c'est une quête avancée, c'est au PJ de commencer à réfléchir et de se dire attends, mais en fait on va chercher une solution par rapport à nos capacités. Le voleur va
proposer sa solution, la magicienne va proposer sa solution, tous ensemble ils vont se concerter. Et là, l'objectif, c'est qu'il y ait une concertation, une réflexion, une action commune. Parce que si chacun prend sa porte parce que c'est une tête de mule, là, faut être punitif. Ils vont tous se prendre un carreau, une créature qui sort d'une cheminée ou un truc comme ça. Les groupes de 1, on n'en veut pas. C'est l'occasion rêvée. Si t'as des joueurs qui, justement, veulent faire non, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Chacun se prend un truc dans la tronche et ils vont faire en fait, on va jouer ensemble, c'est bien aussi d'être ensemble. Voilà. Ça peut arriver. Surtout sur ce genre de lieu. Et donc, on a un élément qui est, comme je le dis toujours, très bien pour un MJ débutant qui a besoin du support visuel. Moi, j'aime pas du tout parce que je décris énormément et que j'ai pas envie de passer 3 heures à faire du dessin de map, mais très utile si on aime bien faire du dessin de map déjà, ou si on a besoin du support visuel. Donc on a le plan, je récapitule tout, donc de A1 à A30, donc ça fait 30 pièces. À dessiner 30 pièces, c'est long. C'est très très long. C'est vraiment, ça peut casser le rythme. Faut préparer en amont si tu veux mettre des plans là pour les jeux, pour ton équipe ou pour toi-même. Faut les préparer en amont et se rappeler d'une chose importante. Tu les révèles au fur et à mesure. Donc, du coup, faut décider au fur et à mesure de l'exploration des PJ la map. Ce qui peut être très drôle à faire si tu as sur ta table quelqu'un qui se sent de dessiner au fur et à mesure que tu décris. Tu décris une pièce. Cette personne commence à la dessiner et tu lui dis tu vois une ouverture à tel endroit, donc il peut commencer à faire sa porte et puis partir sur l'exploration comme ça avec la personne qui dessine au fur et à mesure ce que tu décris. Ça peut être catastrophique comme résultat, mais tu peux corriger le dessin si par exemple la personne réussit des tests de cartographie ou que sais-je au cours de la partie, des tests d'intelligence, de sagesse et tout, pendant que tu décris, comme ça tu lui corriges un peu le dessin, mais ça t'évite à toi de faire tout le dessin. Ça peut être une solution qui peut être amusante. Dans chaque pièce, on va te décrire tout ce qu'il y a. Donc ça, si tu as le kit de base, tu vois que c'est hyper bien pratique. Quand même, hein. On est sur telle porte est bloquée, il y a des meurtrières, il y a des balistes, il y a des machins, et on te dit direct, hein, le monstre qui va être récurrent dans le donjon, c'est la goule. Alors la goule, elle évolue en fonction des éditions de Donjons et Dragons. En général, on est sur un monstre un peu limité. Moi, ce que je vois là, on me dit intelligence 7. On n'a pas affaire à un mort-vivant complètement décérébré, et ça, c'est une information que je jugerai de capitale. Pourquoi ? Parce que il y a des, comme je le disais, il y a des balistes. Dans le scénario, là, on me dit clairement, il y a des meurtrières, et les meurtrières, il y a des balistes. Et à côté des balistes, il y a des carreaux. Une goule n'étant pas complètement décérébrée, mais ayant l'intelligence d'un gobelin, à peu près. Et un gobelin étant une petite saloperie vislarde capable, effectivement, d'utiliser des armes de siège oubliées contre d'éventuels intrus. Je vais partir du principe, moi, quand je vois ça, que les ghouls peuvent penser à les utiliser et que si les PJ font du bruit, donc si on a des victimes qui arrivent et qui font le bordel devant la porte, t'as 3 balistes qui sont pointés sur l'entrée, il y a de bonnes chances qu'il y en ait une qui balance un carreau dans le lot pour leur faire silence. Si au contraire ils arrivent prudemment, ils font pas de bruit, de trucs comme ça, ce qui peut se passer, c'est qu'ils peuvent se faufiler, apercevoir les balistes et voir par exemple une goule couchée à côté des balistes. C'est pas prévu par le scénario ne prévoit pas que les ghouls utilisent des balistes, mais moi très clairement, je vois dans le bouquin des ghouls d'intelligence 2.7, avec intelligence 2.7, on est limité certes, mais on est assez intelligent pour utiliser les armes de siège. Par conséquent, il n'y a aucune raison que les ghouls ne défendent pas leur forteresse. L'idée c'est pas de faire un siège, mais l'idée c'est de balancer un gros carreau dans la tronche de PJ pas assez prudent pour leur rappeler qu'ils entrent dans un lieu qui est potentiellement mortel. On est sur une quête avancée et on a affaire à des PJ de niveau entre 3 et 5, voire plus si ça fait beaucoup de quêtes avancées qu'ils font. Si ça se trouve ils sont déjà niveau 6, auquel cas normalement un carreau de baliste dans la tronche ça les calme, mais ça les arrête pas, ça va juste les faire réfléchir à leur mortalité et ça peut être important. Et donc là je vais pas faire du pas à pas parce que il y a 30 pièces et que je vais pas me faire un résumé de 30 pièces. Faut surtout pas faire ça. Ce résumé de 30 pièces, c'est un coup à être paumé. Moi, ce qui va être important, c'est de noter donc, que c'est une forteresse naine, qu'elle a une architecture relativement parallèle, que les joueurs vont se retrouver perdus dans un truc qui est assez grand. C'est pas immense, mais c'est grand. Pour retrouver des similitudes entre les deux côtés de la forteresse. Et le point important, c'est qu'il y aura un étage. Ça va être 2 informations qui moi vont m'être utiles. Petit parallélisme, donc ça peut être pour les confondre en fait. Moi la raison pour laquelle ça me sert, c'est que du coup, qu'ils sachent plus trop s'ils reviennent sur leur pas ou s'ils sont dans une nouvelle zone. Ça peut être utile. Vers la fin de partie, qu'ils se sentent perdus, ça peut être marrant. Étage, ça c'est important. On va avoir des monstres ici. On a principalement de la goule. Alors la goule,
comme je le disais, mort-vivant. Ils ont tendance à être paquets en nombre assez important, puisque c'est par rapport au nombre de joueurs qui sont quantifiés. Là, dans la première scène, donc 3 ghouls naines plus 3 ghouls supplémentaires par membre du groupe. Moi, je vais avoir 6 joueurs et joueuses sur ma table. Ça inclut qu'il y a une vingtaine de ghouls dans le bâtiment. Avec une vingtaine de ghouls, t'as moyen de faire des choses rigolotes. Notamment s'ils font énormément de bruit, ils se retrouvent avec une armée à l'entrée. Alors là, ça fait une bataille de longue haleine, et après un silence de mort, où ils sont à chaque instant à se dire qu'il y a quelque chose qui va leur tomber dessus. Mais s'ils sont plutôt discrets, c'est régulièrement une embuscade où tout peut mal tourner s'ils font trop de bruit, parce que du coup ça va rameuter les autres ghouls, et ainsi de suite. Donc ça c'est marrant, donc on a une bonne vingtaine de ghouls dans le bahut. On avait aussi une strige, alors on peut en mettre plus, parce qu'une strige, en toute honnêteté, bon, c'est pas très dangereux. Par contre, en avoir quelques-unes qui sont planquées dans les cheminées et autres coins sombres, dans un tonneau, dans des trucs comme ça, en sachant que les striges, c'est des petites saloperies, donc c'est vraiment pas difficile à vaincre, hein. C'est un coup de poing, il y en a plus, ça a 2 points de vie, une strige. Par contre, ça s'accroche, sur un coup de chance, ça s'accroche dans le dos d'un PJ. Donc la victime, elle a une bestiole dans le dos qu'elle n'arrive pas à atteindre, parce que, je peux pas toucher mon dos. Et pour la déloger, il faut la frapper, donc ça inclut de frapper son petit camarade. C'est toujours rigolo quand il y en a un qui dit je mets un coup de hache dedans. Là tu peux faire un regard genre. Tu es sûr que tu mets un coup de hache dans la strige qui est accroché à ton camarade? Très bien, fais-moi le jet d'attaque. Tu as combien de défense quand tu n'as pas ta dextérité qui est prise en compte? Comme ça, t'as un PJ qui prend conscience que quand on met un coup de hache dans le dos d'un camarade, en fait, on dégomme le camarade, et parfois il faut ça pour qu'il le comprenne, ça peut être un peu long. Ça paraît complètement stupide. En 20 ans, je crois que j'ai pas vu une seule campagne où j'ai pas un joueur ou une joueuse qui met pas un gros coup de latte par accident dans le dos d'un camarade. Généralement, ce qui est intéressant quand même, c'est que les accidents, c'est toujours des gros coups de latte dans le dos. C'est rarement de face. Donc, ghoul, strige très marrant, franchement, d'en accrocher une dans le dos. Même sans faire le jet d'attaque, hein, t'es pris par surprise, elle s'accroche dans ton dos, que va faire l'équipe? Un personnage solide, en fait, la meilleure solution pour se débarrasser de la strige, et là, du coup, tu fais même pas de jet, c'est qu'il te dit, je me jette sur mon dos. Tu lui rajoutes 2-3 points de dégâts, mais bon, la strige elle est broyée par le personnage, comme ça c'est réglé. On a plusieurs araignées géantes. Alors là, ce qui est super bien sur ce kit, d'ailleurs, les noms des monstres sont mis en gras, ce qui te permet de faire un survol très rapide et de pas passer 3 plombes. Hein, c'est important ça quand tu prends des scénarios préécrits. Regardez comment ils affichent les éléments importants. Là, les monstres se ressortent en gras, c'est un gain de temps de ouf. Araignée géante, alors pareil, hein, une araignée géante, là ils te la mettent uniquement dans le bastion supérieur. Une araignée ça se déplace en vrai, hein. Tu peux les changer de lieu, tu peux mettre une petite araignée, en fait tu peux en mettre une qui fait un truc un peu sournois, vraiment un truc fourbe d'araignée, genre tu mets ta patoune devant un espace sombre, t'as des gros crocs qui se plantent dans ta jambe là. C'est un château hanté. La forteresse d'Exholm, c'est un château hanté. Un château hanté, faut vraiment exploiter le jumpscare. Le jumpscare, c'est un monstre qui arrive, il surgit, il te mord, il part en courant. Et là, du coup, tu peux faire ça avec les araignées géantes. Une araignée géante qui arrive, elle surgit, elle mord le PJ le plus loin du groupe, elle se barre en courant, et eux, tout ce qu'ils vont voir, c'est son ombre qui s'éloigne. Ils la poursuivent jusqu'au bastion supérieur. Quand ils arrivent au bastion supérieur, t'as une pléthore d'araignées géantes qui leur tombent sur le rable. Ça peut déclencher même une attaque surprise. Vraiment partir sur le côté prédatrice de l'araignée. Elles font des pièges, attirer les PJ dans leurs pièges. Et ça peut être très drôle à faire, c'est très simple à faire. En mettre une qui va faire une attaque surprise et se barrer en courant vers ses petits camarades. Par contre, laissez toujours l'opportunité de l'attaque réflexe du groupe de PJ qui fait qu'avant qu'elle s'enfuit, ça se trouve, l'araignée va se faire démonter sa tête et du coup, les PJ vont éviter un piège. Et ils vont peut-être même pister, savoir d'où elle vient et arriver préparés dans le repère des araignées, auquel cas ça change la donne. C'est pas les PJ qui seront piégés par les araignées, c'est les araignées qui vont se faire prendre par surprise par les PJ. Et ça peut devenir du coup très intéressant. Donc on a des araignées géantes. Et enfin, comme monstre, on a Banshee. Alors là, il n'y en aura qu'une. Par contre, la Banshee, c'est une créature intelligente qui a un pouvoir particulièrement brutal qu'elle peut utiliser une fois par jour, qui est son hurlement qui peut potentiellement dégommer toute la team. Et là, tu vas avoir 2 manières d'exploiter ce hurlement. Parce que la Banshee, si on va foutre le bordel sur son territoire, elle va peut-être intervenir. Et donc, t'as 2 options. La première, t'es vraiment partisan du jumpscare. T'adores foutre la trouille à tes PJ, et là, t'as le monstre parfait pour. Donc elle est prévue, et la Banshee elle a son hurlement qui est particulièrement terrible, qui va permettre de démolir la team si jamais
il foire leur jet. Parce que le jet pour résister n'est pas très élevé, mais par contre a fait très très mal. Et donc ce que tu peux faire, si les PJ sont particulièrement dévastateurs dans son antre, la Banshee elle peut débarquer furax, sortir sa tête du mur juste à côté des PJ, faire son hurlement et repartir. Auquel cas, donc déjà ils sont tous calmés, parce que la Banshee fait un hurlement. En cas d'échec du jet de résistance, la victime tombe à 0 PV, c'est un cri qui a un rayon de 9 mètres. Donc tu peux faire tomber toute la team à 0 PV, et si le test de constitution est réussi, on se prend 3d6 dans la tronche. Donc dans tous les cas, t'as une créature qui débarque, qui te hurle dessus, tu prends plein de dégâts et la créature disparaît dans le mur. Avec ça, si tes PJ sont pas en panique totale sur qu'est-ce que c'est que cette forteresse horrible, là je sais plus quoi faire, parce que t'as un monstre qui est passe-muraille quand il te crie dessus, et tu connais mal en plus la Banshee, t'as un aventurier débutant, moi même si tu me fais un jet de malade, je te le dis pas qu'il peut l'utiliser qu'une seule fois par jour son gémissement. Je te dis oui, elle a la particularité d'avoir un cri qui tue. Tu te démerdes avec cette information, mon gars. Et c'est un fantôme, donc si t'as pas d'arme magique, ça va être tendu. Si ton mage il a déjà utilisé ses sorts de dégâts pour faire le gros build sur les ghouls, ça va vraiment être la merde. Là, tu vas vraiment avoir un groupe qui va pas être bien. Ou alors, l'autre option, ça peut être de la jouer en mode aberrante, qui est coincée entre le je veux mourir et je veux tous vous tuer, et par conséquent, ça peut être sa dernière action de gémissement. Tu peux l'utiliser en attaque finale, c'est-à-dire au moment où elle meurt, elle pousse un dernier râle qui va fracasser tous les joueurs autour, et une fois de plus, s'ils ne sont pas renseignés sur ce qu'elle peut faire, ça fait très mal. Mais ça peut mettre toute l'équipe KO une fois qu'ils ont réussi à nettoyer le donjon, ce qui peut être rigolo aussi. Donc ça, c'est la Banshee à retenir. Soit tu l'utilises en mode jump scare, parce que les PJ ont foutu un gros bordel, elle se pointe, elle gueule, elle retourne dans sa chambre, et là, les PJ savent qu'il y a un fantôme extrêmement dangereux dans le donjon, qu'on a amoché plusieurs. Le fantôme peut passer les murs, et en plus, on sait pas trop comment l'affronter, ou alors, le combat a été épique, et le fantôme, dans un dernier souffle, nous a bien craché à la gueule. Ça va être des informations importantes sur les monstres, et on peut voir également, donc, sur le kit, qui est quand même relativement bien foutu, qu'on va avoir des trésors aussi dans le donjon. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une goule un peu plus importante que les autres, qui a une chevalière en or. La chevalière en or, bon déjà, elle a une toute petite valeur pécuniaire, mais elle permet de déverrouiller un coffre. Donc ça, c'est une information utile. Un gantelet nain, et j'avais déjà, quand j'avais feuilleté, j'avais vu qu'il y avait un truc qui m'embêtait un peu. C'est que le coffre de la salle secrète, il contient des objets. À titre personnel, si j'ai un petit groupe, je sais ce qu'ils vont se prendre dans la tronche. Je pense qu'il y aurait un des deux objets, ce serait le châtelain ghoul qui le porterait. Ce qui fait que tu te retrouves avec une ghoul qui est renforcée. Je lui mettrais probablement le gantelet de puissance d'ogre, ce qui fait que le châtelain ghoul, il met des patates, ça rigole pas. Mais qu'une fois qu'il est vaincu, les PJ récupèrent les gantelets directement, et ils ont la clé pour aller récupérer le home effrayant. Donc l'intérêt de procéder comme ça, c'est de renforcer un groupe qui va pas être à même de s'en sortir contre la Banshee par exemple. S'ils ont juste une arme magique, la personne qui a l'arme magique, je suis sûr qu'elle a une force de 19, normalement ça lui permet de mettre des bonnes grosses mandales à la Banshee, et par conséquent de lui tétaniser sa tête. Donc là après, si on regarde en description, tac tac, donc on a un trésor là, on a un autre trésor important en A19, une amulette en platine, symbole sacré de Moradin. S'il y a un personnage nain, pour lui c'est un truc très important, puisque c'est le symbole de son dieu. Moradin, c'est le dieu emblématique des nains depuis, je crois, la V1 de D&D, donc le symbole parfait pour un personnage nain qui lui va dire c'est à moi, c'est à mon peuple. S'il y a deux nains, ils vont se foutre sur la gueule pour dire non mais je suis plus nain que toi. Néanmoins, clairement pour eux c'est un objet sacré, donc c'est important. Et s'il y a un prêtre de Moradin, bon bah lui ça lui fait un symbole sacré gratuit, c'est toujours cette prêtre. Et on a un petit coffre avec une potion de guérison supérieure à l'intérieur. Alors ça c'est pas mal, puisque normalement à ce stade, au moment où ils le trouvent, ils se sont pris une flopée de ghouls sur le coin de la tronche, potentiellement une ou deux striges embusquées. Par conséquent, la potion qui permet de soigner un personnage peut déclencher des conversations amusantes, parce que là tu vas voir ton guérisseur qui va dire ouais il me reste un sort de soin, donc avec la potion on peut soigner 2 personnes, on est 4 blessés. Ah bah pile ou face, hein. Je sais pas, Shifumi... Ou alors, on est pragmatique, on réfléchit, on va soigner la personne la plus blessée, ce genre de choses. Ou alors, là, ils vont se dire, on va soigner quelqu'un qui va monter la garde pendant que les autres se reposent. Alors là, si t'as affaire à des PJ qui ont si t'as des PJ qui ont ce niveau d'intelligence de se dire, là, on vient de se faire maraver la tronche, on a une potion,
bois la potion, tu montes la garde pendant que le reste de l'équipe se repose, tu te montes pas trop vache pendant la garde. Parce qu'ils ont été malins. Si par contre t'as des gros bourrins qui sont prêts à se foutre sur la gueule pour récupérer une potion, tu leur balances une ou deux araignées géantes sur le rable. En fait, sur un groupe de débutants, il y a deux possibilités. Soit tu vas avoir de base des débutants qui vont avoir l'idée de on est des héros, des aventuriers, on se tient par la main, ou alors tu vas avoir des gens très individualistes. Parce que le réflexe jeu vidéo de c'est bon loot. Il faut briser ce réflexe de jeu vidéo c'est bon loot en disant en fait c'est un loot pour l'équipe. Donc le meilleur moyen de souder une équipe c'est de leur mettre du danger s'ils n'arrivent pas à se souder d'eux-mêmes. Ça marche toujours de manière absolue. Parfois, bon dans Donjons et Dragons en plus c'est le jeu parfait pour le faire, parfois faut flinguer un joueur pour qu'après le reste de l'équipe se dise on va peut-être commencer à agir en équipe, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le jeu permet de ressusciter, donc s'il faut en cramer un pour que l'équipe décide de travailler ensemble, bon on en crame un. Hein. Pas pour rien que je les appelle des victimes, c'est que il y a des fois il faut les punir un peu. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme récompense? Le donjon il est un peu radin mais en même temps c'est une ruine. Hein. C'est vraiment, on est vraiment dans du château hanté bien pourrave. On a toujours tout un tas de descriptions d'objets moches mais on n'a pas de gros butins. On a un passage secret, et le passage secret donc va amener à la salle secrète, logique. Et la salle secrète, il y a le Homme Effrayant et les gantelets de puissance d'ogre, justement. Comme je le disais, moi il y a de bonnes chances que les gantelets de puissance d'ogre ils finissent entre les mains du châtelain, parce que ça me fera marrer, de latter les joueurs avec des grands coups. Et il y a le Homme Effrayant, donc ça leur fait 2 objets magiques dans le donjon au total. Trésor final, coffre du passage secret, Homme Effrayant et gantelet. Ouais, je note même pas l'amulette de Moradine et la potion de soin parce que ça, je les mettrai pas en... Je les mettrai de manière aléatoire là où ils vont fouiller. Je vais pas les mettre à la zone précise qui m'est indiquée. Parce que les PJ, si tu le... Ah, t'as pas fouillé la salle A19! Par conséquent, t'auras pas la potion de soin puisqu'elle est dans la salle A19! Non, si les PJ ils passent 4 heures à fouiller la salle à 7, bon bah la potion est dans la salle à 7, hein, t'emmerdes pas. Cherche même pas plus loin. En gros, ton objectif, c'est que tes joueurs trouvent la potion de soin. Donc tu la mets là où ils fouillent. Pas dans la salle A19, parce que c'est marqué la salle A19. Ça, on s'en fout. Vraiment, c'est très important. L'important, c'est qu'ils trouvent la potion là où ils fouillent. Ils en auront qu'une seule de toute façon. Et gantelet de force d'ogre. Si tu as déjà donné les gantelets de force d'ogre, tu donnes un autre truc dans le coffre. Genre des gantelets de force d'ogre ou par exemple une bonne vieille hache naine. Une hache antique. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Là moi je lui mettrais bien un petit truc en fait à hache antique. Parce qu'en fait je me dis... Une hache antique 2 mètres. Parce qu'en fait ça... En fait, le kit de départ, il permet de monter jusqu'au niveau 5. Mais techniquement parlant, là, il y a moyen de mettre un objet qui pourrait servir pour un MJ qui veut continuer. C'est-à-dire un MJ qui, une fois qu'on a fini la campagne, ce serait un trésor nain qui aurait une très grosse valeur. Et par exemple, si tu continues la campagne, une fois que tu as fini le scénario d'introduction, moi, cette hache, si tu la ramènes au peuple nain, tu vas voir les descendants de ces gens-là, là, si tu leur ramènes la hache, pour eux, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Et par contre, ça va être une arme vraiment qui va témoigner de la valeur de leurs ancêtres ou quelque chose comme ça. Et par conséquent, en fait, moi, je m'en servirai d'élément déclencheur pour une quête après le scénario d'introduction. Trésor du peuple nain. Et donc voilà, en gros, ce serait une récompense dans un temps, ce qui fait que tu leur donnes de base une hache de maître, c'est pas mal. Et pour ta continuité, si jamais par exemple t'as un marchand nain, un truc comme ça qui croise le groupe et qui voit l'âge, fait mais vous avez ça, mais je la reconnais, c'est la hache du roi machin, je suis sûr que le prince Guradine de la ville de machin serait heureux que vous lui rameniez cette hache, il pourrait probablement vous récompenser bien au-delà de la valeur de l'objet en lui-même parce que c'est un trésor à ses yeux. Et tu vois, en gros, tu vas exploiter une trouvaille que tu rajoutes au kit d'initiation pour ta suite potentielle. Tu dois déjà réfléchir à si on continue, qu'est-ce que je fais? Tu peux déjà mettre une piste d'aventure avec un petit trésor, parce que une hache 2 mètres quand t'es niveau 5, tu t'en fous. Donc tu peux t'en séparer contre une récompense, y a pas de souci. Et ça peut permettre de déclencher des scènes émouvantes, ce genre de choses, faut pas hésiter à y toucher. Donc voilà, donc là on a ce qui va être looté dans le donjon. Et donc après, ce qu'on fait c'est on survole ce qu'on nous dit du donjon. Donc c'est très bête, hein, donc comme je le disais, les PJ doivent trouver une solution pour rentrer. En fonction de la manière dont ils entrent, ils vont faire plus ou moins de bruit. En fonction du bruit qu'ils font, il va y avoir plus ou moins de ghouls qui vont leur tomber directement sur le coin de la tronche. Donc ça, on peut se le noter. En fonction de la discrétion des PJ, plus ou moins de ghouls seront
Oula. Alertés de leur présence et viendront leur barrer le chemin. S'ils sont vraiment bruyants, la Banshee peut faire une attaque surprise et s'enfuir. Comme ça, on se le note, on l'a d'emblée. Si ça se trouve, dès le début, ils se prennent l'apocalypse sur le coin de la tronche. C'est-à-dire, ils ont même pas farouché la première salle, ils ont fait tellement de bruit parce qu'ils ont été stupides, ils se sont engueulés à l'entrée, ils ont foutu des coups de hache dans la porte, j'en sais rien. Tu peux avoir un groupe de victimes qui n'a pas encore compris que quand on s'infiltre dans un lieu hanté, ça peut être pas mal d'être discret en fait. Donc, être punitif sur un groupe de bourrins, ça peut leur permettre de réfléchir à leur méthode d'action. Après, si toi t'aimes avoir des gros bourrins à ta table, les punis pas, hein, si c'est ça que tu veux. Si tu veux qu'ils arrivent, qu'ils rentrent, ils cassent tout, ils font au maximum de bruit, ils ont des positions héroïques permanentes. On est plus dans du Conan, mais si c'est ce que tu recherches sur ta table, bah ne punis surtout pas, hein. Si c'est ça que tu voulais qu'il y ait, au contraire, faut récompenser les actions qui te plaisent. Mais par contre, si tu penses que ça sort de l'esprit de la partie, et ben faut pas hésiter à vraiment leur faire peur pour qu'en fait ils agissent de manière réfléchie et prudente. Là on est censé avoir une approche, une ambiance qui va vraiment être proche du Cthulhu, avec on entre dans le donjon, on explore pièce par pièce, on voit des objets mais on évite de trop toucher pour faire trop de bruit. En fait on se rend compte qu'il y a un danger qui est présent, on va aller explorer le donjon, éliminer le danger, et une fois que le danger est éliminé, prendre notre temps pour essayer de pillager les lieux et déterminer s'ils peuvent servir de dernier bastion au village, puisque comme on a affaire à un village qui est attaqué par un dragon et qui envisage de se servir des lieux comme dernier bastion, est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce que ce lieu serait utile? Pour que les PJ puissent déterminer ça, je pense qu'il faut qu'ils le nettoient, et pour le nettoyer, bah, il faut qu'il l'explore un minimum. Et donc, s'il se promène, qu'on peut voir, c'est dans l'ensemble, hein, quand on regarde, ça pue. C'est en ruine, mais c'est nain. Et comme c'est nain, ça marche toujours. Par exemple, la herse, elle peut toujours être ouverte si on va dans la salle A2 en tournant la manivelle. Donc on peut toujours, le matériel fonctionne toujours. C'est antique, c'est moisi, ça pue la mort, c'est hanté par des ghouls, mais les balistes peuvent toujours tirer, la herse peut toujours être levée, les portes tiennent toujours dans leur gonds. En tant que forteresse, il y a déjà des signes de fonctionnalité, par exemple, des PJ qui auraient les pétoches. Ils font 3 pas dans la forteresse, et ils se chient dessus. Ils se rendent compte, ouais, en fait, les ghouls, les morts vivants, tout ça, non, franchement, je le sens pas. Tu peux avoir un groupe de personnages un groupe de victimes qui vont jouer des lâches. Et là, tu peux quand même, s'ils disent non, mais franchement, on va pas plus loin, dans les 2 premières salles, donc A2, A3, t'as des balistes. Ils peuvent retourner au village en ramenant les balistes et en disant, la forteresse, bah en fait la forteresse elle est plus utilisable, elle est en ruine, hein, c'est mort, on pourra pas y aller. Mais par contre on a réussi à récupérer quelques armes de siège, au pire on pourrait les installer dans le village pour défendre le village. Et tu pourrais donc du coup te retrouver à devoir improviser là-dessus avec des PJ qui ont été malins, qui se sont dit franchement l'exploration de la forteresse c'est mort. Je le sens pas, je vois pas dans le noir, j'ai pas de torche, j'en ai marre, j'ai fait 3 pas, il y a 2 ghouls qui m'ont mordu, il me manque un doigt, j'en ai marre, je veux pas y continuer. Par contre, vas-y, on va aider le village à se défendre, on leur ramène les balistes, on leur ramène les carreaux, et on va faire une défense du village avec ça. Tu changes, du coup tu te retrouves à pas faire l'aventure dans Exholm, mais tes PJ ont une idée pas trop con, ils essaient de trouver une solution pour compenser leur quardise. Tu les punis pas, au contraire, là-dessus tu peux leur valider la réussite de la mission dans la mesure où ils vont aider à renforcer le village, et donc tu vas devoir improviser sur l'installation des balistes, convaincre le bourgmestre et les villageois d'installer des balistes à différents endroits du village pour pouvoir dégommer éventuellement le dragon s'il se pointe. Ça peut être une aventure alternative. En fait, toujours garder en tête, c'est pour ça que pour moi je maîtrise uniquement l'improvisation, il y a de bonnes chances que tes PJ ne fassent pas du tout ce que ton scénario prévoit. Et donc se dire d'avance, mais en fait, si à la porte d'entrée ils veulent faire demi-tour parce qu'ils ont peur, bah je vais pas insister en disant non mais faut que tu entres, faut que tu machin. Non, peut-être aller dans leur sens et trouver une solution alternative. Il y a des armes de siège à l'entrée du donjon, récupérer les armes de siège pour protéger le village. Peut-être une alternative à explorer le donjon pour que le village puisse s'y réfugier.
Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis pas que c'est ce qu'il faut encourager, je dis juste, si les PJ veulent vraiment pas faire le donjon, ça peut être une excellente alternative. Ça fait des petites bagarres contre les ghouls pendant qu'il y a quelqu'un qui sort les balistes une à une de la forteresse, et ça leur évite en fait de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Toujours chercher la solution, toujours respecter la volonté d'alternative des PJ. Mais par contre, s'ils font toute l'exploration, ils se retrouvent avec une sacrée forteresse bien défendable, c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on nous indique d'autre? Donc ouais, parce que voilà, il y a plusieurs balistes, chaque baliste est équipé de 5 carreaux, donc c'est quand même plus, voilà, ça fait un butin intéressant à ramener au village. Ça peut être une alternative hyper chiant, faut qu'ils aient une charrette ou un cheval ou un truc comme ça peut être trop marrant à faire, mais du coup, il y a la possibilité de partir sur ça si les joueurs ont peur. Ils ont le droit. Et après, ce qu'on nous décrit par contre de la forteresse, donc la forteresse, un plafond haut de 12 mètres, donc on est chez les nains démesurés. Voilà, c'est une forteresse naine avec un plafond de 12 mètres. On est chez des nains mégalos. Donc chez les nains mégalos, ça c'est l'information importante, donc forteresse naine, 2 gros mégalos. Un nain, ça fait 1m40, un plafond de 12 mètres, on sent qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à compenser. Donc il n'y a pas de souci, là tu peux y aller dans les descriptions. Il y a des peintures magnifiques. Malgré le temps qu'il les a effacées, on voit encore que ça devait être quelque chose de grandiose. Il va y avoir des fresques sur les murs. Là on m'avait parlé de porte-torches, mais les porte-torches ça va être des points de moradine fermés autour de bâtons cramés. Enfin, vraiment là tu peux y aller en description de... Ils t'ont fait un plafond de 12 mètres, ils n'ont pas lésiné sur la déco. Tu peux y aller. Non, tous les nains ne sont pas comme ça. Tu as différents types de nains. Tu as des nains qui vont être au contraire. Tu peux avoir des nains connards. Ça peut être très drôle. Tu peux avoir des nains qui vont avoir un territoire gigantesque, mais par contre, dans ce territoire, tout est à dimension naine. Ce qui fait que dès que t'es pas un nain et que t'es en visite diplomatique, t'es déjà pas à l'aise. T'arrives, t'as 1m60 de plafond. C'est pas confortable. Toi, tu peux avoir, et puis tu peux avoir des nains vraiment qui vont jouer là-dessus, sur le côté quoi, vous trouvez nos accommodations pas à votre convenance. Là, tu peux avoir un nain qui peut être une pourriture, en vrai. Parce qu'en vérité, une forteresse de 12 mètres, pour des nains, c'est vraiment, toi, t'as 12 mètres de plafond, c'est que clairement, tu es là, vous êtes tous les bienvenus chez nous. Venez admirer tout ce que nous avons. Alors que si t'as 1m60 de plafond, franchement, nous, les grands dadés, ils marchent, en fait, ils rampent devant nous. Les gens qui sont plus grands que nous, ils doivent ramper pour nous rencontrer. C'est un peu ça le message. Ça. Tu peux avoir les deux types de mentalité chez les nains. Du surdimensionné, c'est un signe de bienvenue, en vrai. De je t'en mets plein les mirettes et clairement, je te domine, mais de t'es le bienvenu pour venir visiter chez moi. Alors que du tout et tout petit, c'est pas le même accueil. Faut toujours essayer de se donner des mentalités possibles sur les différents peuples de ton monde. Et après, tu peux avoir des nains qui s'en foutent. Voilà. Ils ont des dimensions banales dans la norme de ton monde, ils se prennent pas la tête. Mais pensez à créer une mentalité sur le sujet. Voilà, là, on a une description qui est importante pour l'ambiance, quand je parlais de château hanté. Château hanté, le sol est jonché de fragments d'armure et d'os mâchouillés, des os de nains. Ça, c'est pour ma description. Et donc là, description des lieux. Tout est grand, magnifique et respire la puissance. Ça pue la mort. Littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, les ghouls ont empuanté les lieux. Donc t'as affaire à un bâtiment, mais qui pue. Il y a deux choses qui doivent frapper les victimes quand elles rentrent. Ça pue la mort. C'est sombre. Mais en fait, c'est limite, là, faut que tu décrives limite quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire, en vrai, je sais pas si vous avez déjà visité des vieux châteaux ou des trucs comme ça, mais on a vraiment ce sentiment quand on est dans un vieux château. C'est presque magique comment il fait sombre là-dedans. Parce que, en fait, nous maintenant, aujourd'hui, on a des méga fenêtres, mais des couloirs éclairés par des meurtrières, t'y vois que dalle. T'y vois pas de zone. C'est pour ça qu'il y a des torchères, mais sauf que là, il n'y a plus les torches. Donc t'as des torchères sans torches, au grandi, c'est pas éclairé du tout. Et on peut imaginer, par exemple, que là, ils avaient des peintures métallisées, les nains, donc on peut décrire des restes de peinture dorée, argentée, tout ça, qui faisait que quand t'allumais les torches, tu vois, ça éclairait tout, que ça faisait vraiment un effet miroir magnifique. Sauf que là, il n'y a plus rien, tout est décrépit, décadent, c'est sombre, ça pue, c'est sale, c'est dégradé, des morceaux d'armure fracassés au sol, des os de nains mâchouillés un peu partout. Et comment dire, faut aussi décrire ce... Alors après, ça dépend de la sensibilité de ton groupe. Là, avec ça, tu as décrit, toi. Si tu décris qu'il y a des morceaux d'armure fracassés au sol, qu'il y a des os de nains mâchouillés et tout, là, tu peux déjà jauger la réaction des... Tu vois, si tu sens... Parce qu'on n'est pas tous... Vraiment, c'est avec l'expérience en rencontre, tout le monde n'a pas la même sensibilité à la description, et donc faut savoir s'arrêter. Là, t'es déjà pas mal, là, t'as décrit un lieu où t'as pas envie d'aller. Après, tu peux en rajouter, tu peux parler de ces résidus de chair en décomposition qui jonchent le sol, de cette viscosité sur la pierre. Mais là, en fait,
faut savoir quand t'arrêter. Si tu sens qu'à haut mâchouillé, t'as déjà quelqu'un qui est pas bien, t'arrêtes, tu vas pas plus loin. Si au contraire, tu sens qu'ils sont dedans, qu'ils sont mais y a quoi d'autre et tout, tu peux rajouter un peu. Tu peux parler de toiles d'araignée, parce qu'il y a des araignées géantes. Moi, je parlerai de gigantesques toile d'araignée. Alors par contre, on est sur du D&D, l'arachnophobe qui te dit ah non, moi je veux pas qu'il y ait d'araignée. Bon, tu peux lui mettre un autre monstre si vraiment tu vois qu'il chie dessus à l'idée qu'il y ait une araignée dans le jeu. Des alternatives aux araignées, t'en as plein. Mais voilà, en fait, c'est des trucs, il faut savoir s'adapter à son public. Si vraiment il y a des trucs qui mettent mal à l'aise les gens, le simple fait, si t'as quelqu'un au simple fait qu'il y ait une araignée, penser qu'il y ait une araignée dans une pièce, ça met la personne mal à l'aise, mais vraiment mal à l'aise, parce que t'as des gens comme ça. Bah, tu mets pas une araignée, à la place, tu vas chercher une saloperie qui se fond dans la nuit. Tu réfléchis à un autre insecte, ou à un animal, genre une chauve-souris ou un truc comme ça, et tu lui mets les caracs des araignées géantes. Y a pas de souci. Tu peux remplacer un monstre par un autre en gardant les caracs, tu t'en fous, c'est pas... L'objectif, c'est que tout le monde passe quand même un bon moment. Avoir un peu peur parce que c'est dégueu, c'est cool. Si t'as vraiment affaire à une personne qui est tétanisée, ça peut arriver malheureusement. Bah, t'adaptes, hein. Tu t'adaptes à ton public, c'est important. J'ai jamais eu le cas d'un monstre qui m'a été banni par un membre de ma table. Par contre, j'avais un joueur qui était urgentiste et qui ne voulait pas qu'on lui foute du sang sur ses parties de jeu de rôle. Il en voyait toute la journée. Quand il était sur le jeu de rôle, il voulait autre chose que de l'hémoglobine Donc du coup, il préférait faire des enquêtes qui tournent autour du meurtre plutôt qu'autour de la victime. Enfin, voilà, je m'adaptais à ça. C'est important, pas passer 3 heures à décrire une scène de massacre, mais par contre passer 3 heures à enquêter, c'est ce qu'il voulait. Donc je m'étais adapté à ça et je limitais grandement mon gore en sa présence pour qu'il puisse sortir du travail, parce que le jeu de rôle c'est aussi ça, hein, c'est aussi sortir de son quotidien. Quand ton quotidien c'est du sang et des entrailles, bah t'as pas envie d'en voir dans le jeu de rôle en vrai, c'est aussi comme ça. Donc respecter sa table, très important de respecter les sensibilités de chacun. Donc ouais, par contre des toiles d'araignée géantes, donc pareil, pas si tu mets pas d'araignée mais des chauves-souris géantes, bah y a du guano par terre. T'adaptes, c'est aussi comme ça. On m'a décrit des striges, mais les striges ça laisse pas beaucoup de traces. Il reste des râteliers d'armes vides. Là, il y a l'imagination qui va pouvoir travailler si tu leur décris les râteliers vides, les crochets qui présentaient, les boucliers de décoration et autres vides également. Soit la forteresse a été désartée, soit comme l'indiquent les nombreux cadavres au sol, il y a eu une défense désespérée. Ça s'est passé il y a longtemps. Et plus on s'enfonce dans la forteresse, plus ça pue. Parce que les ghouls, en fait, ont cet effet qui se coule de tout moisir autour d'elles, de laisser en fait des restes sur le sol et tout, ce qui fait que plus tu vas t'enfoncer dedans, plus tu vas te retrouver proche de la tanière des ghouls, plus tu vas avoir cette moisissure et cette odeur dégueulasse permanente. La lumière fait paniquer les striges, donc si t'as mis des striges, ça c'est pas mal. En gros, ça déclenche pas un mouvement de panique. C'est par exemple, s'ils arrivent à moins d'1 mètre à moins de 2 mètres de là où tu as planqué tes striges dans la forteresse, les striges paniquent et vont attaquer les joueurs qui tiennent la source de lumière. Donc déclencher en fait un mouvement de panique à l'approche, comme ça en plus c'est même quand ils se déplacent ils peuvent se faire attaquer, c'est pas mal, ils vont pas réagir au bruit, tout ça, vont paniquer à la lumière, ça peut être marrant. Donc là t'as une description des lieux, je vais pas revenir sur tout ce qui est décrit, c'est une forteresse, donc t'as des dortoirs, t'as un hall de rassemblement, tu vas avoir une forge, du stockage d'outils, tu as une salle du trône, salle à manger, on est vraiment sur une forteresse tout ce qu'il y a de plus basique, mais qui est en putréfaction. Ce qui est pas agréable à visiter en vrai, une forteresse en putréfaction, ça doit être bien dégueulasse. Et il faut le faire ressentir, et c'est là où je vais parler de l'odeur insoutenable. Personnellement, donc là je vais pas mettre de notes parce que moi ça va être instinctif, mais moi je vous conseillerais de réfléchir à si vous vous sentez de vous improviser justement ce genre de petites choses sur un scénario tout écrit. Je sais pas vous, mais moi quand ça pue vraiment, j'ai tendance à plisser les yeux, à me couvrir la bouche, et du coup, bizarrement, je suis moins réactif à mon environnement parce que l'odeur me dérange énormément. Par conséquent, je demanderai un test de... Je vais vous le noter, histoire que vous l'ayez sous les yeux. Je demanderai un test de constitution quand ils sont proches du repère des ghouls. En degré de difficulté, je mettrai un 12. Si test raté, -1 à tous les tests pendant
2 minutes, le temps de s'habituer à l'odeur. Ça met un petit handicap à l'équipe, ça les met clairement dans l'ambiance de c'est dégueulasse, quand ça pue au point que tu sois handicapé dans tout ce que tu fais, c'est vraiment t'as affaire à une odeur immonde, ignoble, qui peut être intéressante. Et alors là, là par contre faut y aller, hein. Si t'as un joueur qui t'a parlé, son personnage il a la phobie de machin ou des conneries comme ça, là tu vas jouer à fond là-dessus, hein. Tu vas vraiment, là tu vas jouer sur le malaise. On est sur un lieu hanté. Donc il faut que les handicaps choisis sur les personnages s'activent, s'il y en a. S'il y a des personnages qui t'ont décrit peur des araignées, peur du noir, peur de trucs comme ça, et qui sont exploitables dans ta forteresse hantée, faut leur en mettre plein la gueule. C'est un lieu hanté. Tout va être exacerbé au niveau des peurs. On te décrit en détection des ghouls, sagesse, perception, difficulté 13, ce qui est plutôt facile. Normalement, tu as un système pendant l'exploration de perception passive dans la V5. Une fois que tu sais ce que tu as comme PJ, tu peux savoir d'avance si la ghoul, ils vont la repérer automatiquement ou pas en fait. Ça va pas repérer automatiquement. Avec moi, avec la perception passive, ce que je fais, c'est tu sens qu'il y a une présence dans les environs. Ouais, fais voir un truc là à droite, fais-moi un test de perception pour voir. Et en fonction du résultat du test de perception, soit ils sont au courant qu'il y a quelque chose et ils ne seront pas pris par surprise, soit ils ont carrément repéré clairement où est la créature et ils la prennent par surprise. C'est comme ça que je le joue. Je n'ai pas encore les connaissances par cœur des règles des V5, puisque j'ai que le kit de départ comme matériel de base. Donc je ne vais pas aller dans le détail profond des règles, puisque je vais me contenter de préparer une partie comme un MJ débutant la préparer avec les règles du kit de base et pas la V5. Ce truc colossal. On te décrit tout, si les PJ veulent utiliser les cheminées, les puits et tout pour pouvoir circuler, on te décrit la difficulté du test. Des D10 pour passer dans les différents étages en utilisant la salle à manger. C'est bon à savoir, en sachant que là, s'il se gaufre, 12 mètres de plafond. Hein. Si tu te tôles, tu te prends mais la vôtre du siècle. Une vôtre de 12 mètres, t'as un PJ neutralisé. Hein. Des D10, donc normalement tout le monde peut le faire, mais celui qui le rate, il se fracasse sa tête. Mais bien, potentiellement, t'as le groupe qui est obligé de faire un arrêt, d'utiliser ses soins et tout sur ce personnage. C'est un danger qui est plutôt facile. Par contre, là, ce qui peut être rigolo, des D10, donc facile à descendre, mais il y a une strige qui va t'attaquer au moment où tu passes. Et là, ça devient rigolo. La mort flotte dans l'air et se renforce au fur et à mesure que les personnages se rapprochent de la zone A19, qui est la tanière des ghouls. La mort règne en ces lieux, mais plus important, la mort est présente actuellement dans les lieux. C'est là ce qui provoque toute cette décadence, cette décrépitude est là. Et tu as des descriptions pour renforcer ça. L'ancien sanctuaire qui a été souillé d'os mâchouillés et de débris en tout genre, c'est ce qu'est la tanière des ghouls. Donc faut vraiment, si t'as un nain, faut le choquer sur ça. Le sanctuaire de son dieu Moradin qui a été transformé en orgie cadavérique de nains, dévoré par des ghouls naines. On peut même déclencher une espèce de fureur ancestrale chez un PJ nain. Ça peut être intéressant, qui va se mettre en mission sacrée d'assainir cette forteresse. Et on va avoir quelques tunnels comme ça qui sont décrits. On sent que c'est des passages secrets en fait. Des tunnels étroits, 1,50 m de large, c'est du bas de plafond. Là, faut vraiment décrire ça comme un chemin destiné aux servants, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça va pas être aussi travaillé. C'est des passages qui sont pas censés être exploités, et on voit là, ils sont utilisés. Tu peux même décrire des choses qui marcheraient à quatre pattes, des choses comme ça, des ghouls qui vont se déplacer de manière un peu prédatrice. Exploiter le décor de manière à faire quelque chose d'oppressant, genre... Moi, dans un tunnel qui fait 1,50 m de large, une attaque en tenaille par des ghouls, ça peut être gigantesque. Parce que du coup, il n'y a que deux personnes qui peuvent se battre, qui se foutent des coups de hache dans le dos. Enfin, c'est vraiment... C'est à exploiter le sorcier qui décide de faire un sort qui va frapper tout le monde parce qu'il n'a pas compris qu'un sort de zone, bah, ça frappe tout le monde. Ce genre de choses. En gros, c'est un donjon qui sert à apprendre les règles du jeu. Faut pas oublier, c'est un scénario pour apprendre à jouer à Donjons et Dragons. Donc faut pas hésiter à être... alors pas ultra punitif, mais à ce que les mauvaises idées se retournent un peu contre les victimes. Ça peut être sympa. Donc là, toujours, paillasse déchirée, table retournée, meubles vandalisés. On a quand même clairement des signes que il n'y a plus rien en fait. Faut que les PJ comprennent, ça va pas être un lieu qu'ils vont pouvoir piller allègrement. Cette forteresse, il n'y a plus rien dedans.
Il n'y a pas de trésor grandiose, de coffre secret, il n'y a pas la montagne d'or ou quoi que ce soit, au contraire, ils sont là en mission pour trouver un lieu sûr pour un village. Le lieu, il est entre guillemets sûr, mais par contre, il n'est pas rentable, ça va pas être lucratif. Là, le mieux que puissent trouver les PJ, et c'est vraiment bien, il y a 2 objets magiques. C'est quand même pas dégueulasse, hein, ils vont en prendre plein la tronche, mais ils vont récupérer 2 objets magiques au niveau 5, 2 objets magiques, c'est très 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 bien. Mais par contre, avant de toucher leurs 2 objets magiques, ils vont en prendre plein la gueule, puisque dans le bastion supérieur, donc, quand ils approchent au final du repère de la Banshee, le danger ultime à supprimer de la forteresse, ils vont se faire attaquer par donc des araignées géantes. Et donc là, dans le bastion supérieur, ça va vraiment être un endroit qui va être tapissé de toiles d'araignées, où il va y avoir des créatures qui vont pouvoir surgir du sol, du plafond, derrière des colonnades, et c'est des araignées, donc ça va très vite, ça va être fulgurant et sale. On parle d'araignées géantes, créatures de taille G, donc une araignée de la taille d'un cheval. Ça te calme! Ça te calme, on est face à un monstre quand même extrêmement dangereux, assez solide. Alors ils te disent qu'ils en mettent combien? Plusieurs araignées géantes, donc 3 araignées plus une par PJ. Moi je vais 6 joueurs, là je leur mets 9 araignées, je vais en mettre 10 pour arrondir. 3 araignées plus une par PJ, elles ont une vitesse d'escalade, elles peuvent marcher au plafond, c'est de la saloperie. Elles ont une perception aveugle autour d'elles, si t'es à moins de 3 mètres d'elles, elles savent où t'es. Elles voient dans le noir, elles ont une valeur de perception de base qui est à 10, donc ça va. Elles peuvent marcher sur leur toile sans être gênées alors que les PJ vont s'empêtrer dedans. Elles ont une perception de tout ce qui se passe sur leur toile, c'est pour ça que leur tanière elle est recouverte de toile en fait. À partir du moment où les PJ mettent un pied dans leur territoire, elles savent qu'ils sont là. Elles savent où ils sont exactement et elles savent comment elles vont les attaquer. Alors des PJ malins vont essayer de brûler les toiles, mais il va falloir y aller costaud parce que de la toile d'araignée ça brûlera, surtout de la toile d'araignée géante, ça va pas brûler comme ça, toi, ça va être gluant un peu. Il va falloir utiliser de la matière, enfin de la méthode un peu rude. Niveau 5, éventuellement une petite fireball, quoi, quelque chose dans ce genre là. Ce qui peut déclencher une panique, blesser une araignée, foutre le sbull, ou faire justement l'explosion de la boule de feu qui fait un éclairage dantesque où on voit les ombres gigantesques des araignées sur les murs qui vont pas tarder à fondre sur le groupe de PJ. Il y a quelque chose de marrant à faire. Et là, on a la possibilité d'avoir une scène très épique qui va donner l'impression que ça y est, tout est terminé, mais non, en fait, vu qu'il y a encore la Banshee. Le danger des araignées. Quand on regarde, il y en a 2, donc déjà cette perception et leur toile qui va entraver les gens qui sont pris dedans, en les ralentissant ou en les immobilisant. Les araignées peuvent balancer leur toile à distance sur les PJ, porter 9 à 18 mètres. C'est quand même assez violent. On peut se dépêtrer de la toile en utilisant le feu. Par contre, on ne peut pas les casser avec une arme contondante, du poisson ou des pouvoirs psychiques. Alors oui, logique, c'est une toile. Le choc mental sur une toile d'araignée. Déjà, sur une araignée, bon voilà. Et par contre, quand on se fait mordouiller, il y a le poison de l'araignée. Alors l'araignée, elle fait pas très mal hein, pour une créature de taille G contre un PJ niveau 5. Plus 5 pour toucher, c'est pas ouf. Et dégâts 1d8 plus 3, c'est pas dingue. Par contre, il y a le poison. Si tu es mordu par l'araignée, tu vas te faire envenimer sévère. La morsure elle va faire en plus du D8 plus 3 de dégâts. Si tu es empoisonné, donc constitution des D11, 2D8 de dégâts dans tes dents. Et la moitié quand même des dégâts si tu as réussi ton jet. Si tu tombes à 0, tu es automatiquement stabilisé. Mais par contre, tu es empoisonné pendant 1 heure. Et bien sûr, tu es paralysé pendant 1 heure. Sinon c'est pas drôle. Donc voilà, donc en fait les araignées peuvent, un peu en mode Seigneur des Anneaux, elles tombent du poison, du plafond, elles te mordent, elles te pétrifient, elles t'entoilent, elles t'embarquent. Tu peux carrément faire une scène, là vu que là tu sais que t'as ça, là t'as un truc hyper intéressant à exploiter. Comme je le disais, l'embuscade, parce que je l'ai dit tout à l'heure, donc effectivement une embuscade d'araignées, donc pour attirer et piéger les PJ, là tu peux même aller plus loin. Une araignée qui fait une attaque sournoise, qui va réussir à pétrifier le voleur du groupe, qui l'entoile et qui l'entraîne donc vers le repère où il y a toutes ses sœurs qui vont attendre les PJ pour les bouffer, et les PJ qui vont se précipiter bêtement pour sauver leurs camarades, donc courageusement et tout, c'est très gentil, mais du coup qui vont tomber dans un piège où ils vont se retrouver face à un surnombre d'araignées.
et un de leurs camarades qui est déjà tétanisé, ça peut être rigolo à faire. Maintenant, ça va dépendre du groupe, du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe, de ta capacité à diminuer les PV des monstres pour pas flinguer tout le groupe sur les araignées, en sachant que t'as la Banshee qui va pouvoir s'en mêler par la suite. Faut pas que les araignées soient la menace ultime, faut que ce soit celles qui vont... Les araignées là, elles servent littéralement, leur rôle, ça va être d'affaiblir au maximum les PJ avant le combat contre la Banshee. Si le combat contre la Banshee n'a pas encore eu lieu. Une fois de plus. La Banshee, elle peut circuler dans tout le château. En vrai, elle peut traverser les murs. Elle peut être partout. Elle est censée être à un endroit précis, mais c'est son château. Si tu fous le bordel dans son château, comme je le disais tout à l'heure, elle peut intervenir en amont. Et donc, une fois que tu as dégommé les araignées, toujours pas de trésor, hein. Des vieilles marmites, des restes de cadavériques, toujours ce côté, il n'y a plus rien. Là, c'est un combat sans récompense autre que la survie contre les araignées. Ça peut frustrer un peu des PJ qui auraient eu des récompenses sympas jusque-là. Et là, ils disent, il n'y a rien dans cette forteresse à la con. Oui, il n'y a rien dans cette forteresse à la con. Tu vas pas pour la piller, tu vas pour trouver un abri pour des villageois. Tu n'es pas censé être là en mode égoïste, je veux du loot. Tu es là pour trouver un refuge à des villageois. Et le refuge, il faut le nettoyer. Clairement, tu es un agent d'entretien dans un lieu particulièrement dangereux. Et donc si tu t'en tiens à je respecte le plan, je suis pas à pas, case après case, le plan, ce que moi je ne ferai pas, mais qu'un MJ débutant peut trouver très agréable à faire, ne surtout pas hésiter à rester dans sa zone de confort si c'est ta première campagne. Très important, la première campagne, l'objectif c'est que tu racontes l'histoire de A à Z, et que tout le monde passe un bon moment. Moi là je donne des astuces pour s'autoriser des moments d'improvisation. Mais tu peux suivre case après case, tout est bien écrit. Le fascicule est super bien foutu pour un MJ débutant, il te dit tout ce qu'il y a partout. Faut pas que tu l'apprennes par cœur, mais il faut que tu saches ce qu'il y a comme pièces. Là ce que tu dois apprendre c'est où sont tes pièces, où est l'armurerie, où est la cuisine, où sont les latrines, où va être la salle au trésor, comment on y accède, quels sont les différents accès. Si vraiment tu veux suivre de A à Z tout le plan, il faut que tu connaisses les différents accès aux pièces. Pas exactement ce qu'il y a dans les pièces, mais savoir que de la pièce A1, tu peux aller à la pièce A12 si c'est le cas, tu dois le savoir. Que depuis telle cheminée, tu peux circuler entre les étages, faut le savoir. C'est des choses à retenir. Mais par contre, savoir exactement le contenu de chaque pièce, où sont les monstres et tout, tu peux revenir sur ton fascicule pour regarder donc, dans la pièce A14. Ah oui, c'est vrai, en plus c'est marqué en gras, il y a des ghouls, il y a des machins, tout est bien indiqué. Tu peux ne pas avoir à tout apprendre par cœur, t'es pas en train d'apprendre ton poème pour la maîtresse, t'es en train de préparer une partie, une histoire. Si ça se trouve en fait au moment de l'aventure tu vas te dire non, là il n'y aura pas de ghoul parce qu'en fait mon équipe elle est déjà bien dégommée, je vais leur donner un lieu pour souffler, je vais pas leur mettre un monstre en plus. Tu peux. Tu as le droit de ne pas faire ce qui est écrit. Tu as le droit, c'est important. Ou au contraire, t'es là, tu fais ouais, ils sont un peu trop fringants, on va leur en mettre 3-4 en plus, là, et petite tatane, ça fera pas de mal. Les deux sont possibles. Tu as le droit d'ajouter ou de retirer. De toute façon, tu as les caractères de tous les monstres à la fin du fascicule, donc si tu veux en mettre, tu peux. Tu as tout. Donc n'hésite pas à fouiller là-dedans. Donc quand on arrive après la caserne, donc là c'est vraiment plus le désespoir total, hein. La caserne, il n'y a plus rien. C'est pathétique. Tout a été vidé. Une fois que tout ça a été fait, on arrive normalement au lieu du combat final, donc contre la Ghoul. Et contre la Banshee, pardon. Le combat contre la Banshee, il y a un truc qui a été bien fait pour un MJ débutant. Ils te décrivent dans quel ordre la Banshee va faire ses attaques. Déjà, t'as un petit encarté de description avec la Banshee qui hurle de sortir de chez elle pour que les joueurs comprennent qu'il y a un danger. Le monstre leur dit de partir. Il leur donne une chance. Et c'est bien marqué. Donc là, c'est information importante à retenir quand la Banshee demande au PJ de partir. Si les personnages fuient la Banshee de leur propre chef, elle les laissera partir. Par contre, si elle doit les dérouiller un peu avant qu'ils s'enfuient, là, c'est fini en fait. C'est là, elle leur donne une chance. Elle leur hurle de sortir de chez elle. Si les PJ obéissent à son premier avertissement, elle les laisse partir. Après, c'est à la mort. Il n'y a plus de négociation. C'est valable que les PJ tentent de l'attaquer ou tentent de négocier. À part elle, sa demande est claire, simple, nette, précise. Décarré de chez moi. Tu ne décarres pas de chez elle, elle t'attaque, peu importe ce que tu tentes. Là, c'est indiqué comment gérer
ta Banshee. Donc la Banshee a plusieurs capacités. Lors du premier round de combat, la Banshee utilise visage terrifiant. Donc là, déjà, en tant qu'MJ, tu peux retenir, si tu ne veux pas improviser comme moi je le ferais, c'est-à-dire personnellement le gémissement, je le placerai de manière dramatique, soit faire une entrée de film d'horreur avec la Banshee qui se pointe à sort d'un mur en plein milieu d'un lieu calme, elle va faire son rugissement, son gémissement et s'enfuir. Moi, c'est comme ça que je l'utiliserais. Ou alors, c'est son râle final au moment où elle meurt, et en fait, même si elle n'est pas censée agir, elle ferait son gémissement. Là, on va te dire comment utiliser. Donc, premier round, elle va faire l'usage de son visage terrifiant. Le visage terrifiant, donc rayon de 18 mètres de la Banshee, tous ceux qui la voient, et elle est en plein milieu en train de voler dans la pièce, donc ils la voient tous, doivent faire un jet de sagesse difficulté 13 ou être effrayés pendant 1 minute. La créature effrayée a le droit à chacun de ses tours de refaire le test pour perdre le désavantage effrayé. Tant que tu vois la Banshee et que tu es effrayé, tu es en situation de désavantage pour faire ton test de sauvegarde pour t'en remettre. Donc désavantage, on lance 2 dés, on garde le plus pourri, et on reste effrayé pendant 23 tours. C'est dommage, mais c'est comme ça. À partir du moment où on réussit le jet de sauvegarde contre visage terrifiant, on est immunisé pour 24 heures à ce pouvoir. Important, elle n'a pas d'usage limité sur visage terrifiant, donc mettons que les PJ arrivent en plusieurs vagues, elle peut le faire plusieurs fois, affecter à plusieurs reprises les PJ. Lors du deuxième round, elle utilise le gémissement. C'est son pouvoir mortel, l'un des pouvoirs les plus mortels d'ailleurs de la campagne d'initiation. Il y a le souffle du dragon aussi, mais là celui-là en fait il est vraiment extrêmement brutal, dans la mesure où tu dois faire un jet de constitution difficulté 13, assez facile en vrai. Normalement, tu dois faire à peu près 7 sur ton dé pour le réussir, sauf si ton personnage est une moule asthmatique, auquel cas ça devient un véritable challenge. Et si tu rates le test, t'es KO. Tu tombes à 0. Paf! Extrêmement violent. Et c'est dans un rayon de 9 mètres. Hein. Pas un cône, un rayon. Boum! Tout ce qui est autour d'elle peut tomber à 0 PV. Et c'est là où si tous tes PJ font des 1, que t'as un malaise. Parce que tu viens de flinguer le groupe. C'est le risque du donjon et drame. Tu peux, sur un malentendu au GD, flinguer ton groupe avec une attaque. C'est la vie. Après, ils ont choisi la vie d'aventurier, ça fait une mort héroïque. Ou alors, si vous avez envie de continuer, des jours plus tard, ils se réveillent au village mal en point. Ils ont été trouvés par tel ou tel PNJ qui s'inquiétait pour eux. Voilà. Concrètement parlant, la forteresse, on l'oublie. Ça peut être une option. Tu peux faire en sorte qu'ils survivent à cette attaque mortelle si jamais vraiment les choses tournent mal, en décrivant le groupe, tout le monde perd conscience. Vous avez été vaincu. Et ils se réveillent affaiblis des jours plus tard. Quelqu'un qui leur explique qu'ils ont été trouvés à l'entrée de la forteresse. Ils avaient l'air vraiment pas bien, on n'était pas sûr qu'ils allaient survivre. Du coup, le bourgmestre a renoncé à aller dans la forteresse parce que si même des gens comme eux n'ont pas pu y survivre, ils voient pas comment les pauvres villageois pourraient prendre la forteresse d'assaut. Donc là, il y a quand même moyen de les foutre KO et de rebondir, de poursuivre l'aventure. Si tu réussis ton test, tu te prends quand même 3d6 dans la tronche. Donc même quand tu réussis, t'as moyen de te prendre 18 dans la gueule, ça fait pas du bien. Ou 3. Qui est moins inquiétant. Après, tu peux utiliser les dégâts moyens proposés par les attaques. Moi, j'aime pas le système de dégâts moyens, mais c'est vrai que ça peut faire gagner du temps. Auquel cas, tu te prends 10. Tout le monde prend 10 et il n'y a pas de jaloux. Je suis pas fan de cette méthode, mais c'est possible. Premier round, elle essaie de terroriser tout le monde. Deuxième round, elle fait son gémissement qui peut mettre KO tout le monde. Troisième round, elle va se réfugier à la zone A27. Ça va être son dernier bastion à elle. Donc elle va en traversant la porte. Les PJ vont devoir trouver une solution pour ouvrir la porte. Nos victimes, en général, sont très astucieux. Si les victimes ont décidé d'aller fumer la Banshee, ils la trouveront. Une fois qu'elle est acculée dans la zone A27, donc c'est-à-dire si les PJ décident de la poursuivre dans la zone A27, elle va se battre jusqu'à la mort et elle a un avantage sur les PJ, elle est déjà morte. Donc ensuite il y a la chambre du châtelain qui sera à visiter. Donc sur la carte en fait, donc on a le couloir A24 qui sert de lieu d'errance à la Banshee. Voilà. Quand la Banshee a fait son attaque, a fait son hurlement, et elle va se réfugier dans la zone A27, les PJ viennent des couloirs soit ici, soit par les escaliers ici ou ici,
Et en fait, ils vont s'enfoncer vers le fond de la forteresse. Et donc, la zone finale, c'est la zone A28 ici, avec une petite salle secrète derrière. Alors là, vous n'avez pas les détails, je m'en bats les reins. Si vous les voulez, quitte 20 € et vous avez tout dedans. On va peut-être pas spoiler plus que ça, quoi. Faut pas abuser non plus. Une fois que les PJ ont déglingué la Banshee, peuvent aller donc dans la zone A28, la chambre du châtelain, où une dernière fois, il y aura des toiles d'araignée, des machins, mais ce qu'il y a là-dedans, par contre, et là, elles vont agir en manière groupée, dangereuse, là, ça peut devenir dangereux en plus, il va y avoir une strige par membre du groupe présente dans la pièce, à savoir que les striges ont un esprit des saints. C'est des méga moustiques, et ce qui peut être ignoble à faire, mais en toute honnêteté, tactiquement parlant, qui peut être intéressant si les PJ sont en trop bonne santé, que toutes les striges attaquent un seul PJ, comme ça, en fait, elles auront toutes des avantages pour frapper le PJ, et se collent à ce PJ-là. Si t'as des PJ en excellente santé, là, ça peut déclencher une attaque extrêmement dramatique avec ce personnage qui se fait vampiriser sa tête, et les autres qui doivent arracher les striges de son corps. Ça peut être un peu crade, en plus, avec les trompes qui restent plantées, qui s'arrachent de la peau, il y a des bouts de chair qui partent. Enfin, ça peut être bien crade. Une fois de plus, on décrit selon la sensibilité de chacun. On respecte les gens qui demandent à ce que ce soit pas trop crade dans la description. Mais là, si le gore est le bienvenu, avec cette petite saloperie qu'est la strige, là, il y a moyen de faire des descriptions bien dégueulasses avec un monstre tout pourri. Et les striges vont privilégier une cible qui n'a pas une armure lourde, parce que l'objectif c'est de planter le dard. Donc le chevalier en général, on va éviter de le frapper, il a du métal partout. Et une fois que les striges sont éliminés, il n'y a plus de danger. Il y a un passage secret à trouver. Là, moi, je vais le noter. Ça va être l'information importante. Tout le reste des informations, j'en ai vraiment pas besoin. Parce que je vais tout improviser au niveau de la description de la forteresse. Là où un MJ débutant, je lui conseille d'avoir son plan sous les yeux, soit de le redessiner, soit de décrire au fur et à mesure de l'exploration des PJ ce qu'il voit. Moi, je peux improviser de manière à transposer une pièce d'un endroit à un autre, ce genre de choses. Ça fait des années que je fais ça. Je peux le faire sans m'embrouiller. Quand on débute, on fait pas ce genre de conneries. On a un plan, on s'y tient, les plans ça sert depuis des millénaires, c'est pas pour rien. C'est plutôt efficace. C'est juste que dans un objectif narratif, il est plus intéressant que les PJ explorent le donjon et en dégagent les dangers, plutôt que, à mon sens, suivent pas à pas tout ce qui est indiqué, explorent absolument tout en sachant qu'il n'y a rien dans le donjon. Il n'y a rien, littéralement il n'y a rien. Et font pièce après pièce pour trouver finalement la Banshee, tuer la Banshee et aller dans la chambre du châtelain. Moi l'objectif ça va être que l'aventure soit pas trop longue. Par conséquent, il va falloir que l'exploration soit efficace. Je vais malheureusement avoir la contrainte suivante, c'est de faire des parties de 2 heures, 3 heures max. Un donjon comme ça, en mode classique avec mes habitudes de jeu à moi, il prend 5 heures et 5 heures où ils sont en angoisse totale. Là, ça va être 2 heures de flip et de fouilles bâclées. Par conséquent, il va falloir être efficace dans la localisation des choses. Je vais avoir cette contrainte-là, parce que je vais pas pouvoir les faire en plusieurs fois. J'ai une table qui a un planning assez chargé, donc chaque aventure, ça doit devoir être rapide et efficace. Aller à l'essentiel, 2 heures de jeu, un scénario de fait, donc là je sais que je vais transposer des pièces. Mais par contre, ce qui est important, chambre de la Banshee, pièce luxueuse dans l'aspect, complètement pillée dans les faits. Et chambre du châtelain, nid de strige, qui attaque quiconque s'approche de la cheminée. Et bien évidemment, dans la cheminée, passage secret DD15. Donc là, c'est ma petite note pour savoir qu'il faut faire un test de perception à un degré de difficulté 15 pour le remarquer. Et donc, dans le passage secret, derrière, là, t'as tout qui est décrit. Chambre secrète, petite pièce, gros coffre, serrure ouvrable avec la chevalière du châtelain ou crochetage DD20, c'est costaud, ou autre méthode contient le trésor final. Donc on en revient au trésor final. Je pense définitivement, si vous comptez poursuivre l'aventure une fois la campagne d'introduction finie, je pense qu'il faut se donner des pistes pour la suite. Pour moi, c'est indispensable de se donner des pistes, parce qu'en fait, la suite, va falloir l'écrire. Et pour pouvoir écrire une suite de campagne, surtout une première campagne, il faut avoir des pistes de base. Autrement dit, exploiter des éléments du premier scénario, de la première campagne, pour écrire la suite, ça peut être utile.
Là, ça peut donner de l'aide. Et moi, dans une forteresse où t'en as chié, mais là, parce que là, cette forteresse, t'en prends plein la gueule. En tant que PJ, là, tu peux te faire recevoir à la baliste. Tu peux te prendre une flopée de ghouls sur le coin de la tronche. Tu as des striges qui t'attaquent. Des araignées géantes qui veulent te becter. Une banshee qui peut te tuer en un coup. Les objets magiques que tu gagnes dans ce donjon sont des objets qui vont être utiles pour la suite et que l'équipe va probablement vouloir garder. Donc rajouter un objet supplémentaire qui peut servir de déclenchement de quête, ça peut être intéressant. Ça après c'est ma vision des choses, hein. Chacun a ses ressorts narratifs. Mais si j'envisageais de poursuivre la campagne D&D, j'ajouterais, je pense, un objet emblématique nain, donc une hache, un marteau, un truc comme ça, antique, de bonne qualité, mais dont les PJ pourront se séparer sans trop chialer niveau 6-7, et qui pourra servir de déclencheur scénaristique. Donc moi ce que je disais, par exemple, l'antique hache naine, qui, si elle est vue par un marchand nain venant de telle région, il va directement faire « Eh, mais j'ai déjà vu ça dans des ouvrages anciens, franchement, je pense que vous pourriez en tirer un bon prix ou une forte récompense de la part de tel seigneur si vous vous rendiez dans la région. Pour vous, c'est peut-être qu'un objet banal, mais pour eux, c'est un trésor historique. » Comme ça, c'est vrai, on se rappelle, mais oui, la forteresse a été vieille, il y a eu une bataille terrible là-dedans, il y a peut-être des survivants, des gens qui se sont enfuis de cette bataille, qui voudraient pouvoir ériger un monument commémoratif aux victimes de cette effroyable forteresse, ou au contraire, qui auraient besoin, voilà, on peut même partir en fonction de son esprit tendu. Ou peut-être que, voilà, ça peut être une lettre de marque ou quelque chose comme ça qui prouve qu'on est l'héritier de la forteresse et qui permet d'en réclamer le contrôle et aussi le contrôle du territoire environnant. Et par exemple, là, on peut avoir une campagne qui peut avoir une tournure militariste avec un nain qui dit très clairement, moi, la région, je vais la reprendre parce que là, j'en ai les droits de 100. Vous avez ramené l'objet qui prouve que je suis de la lignée royale, j'ai le droit de réclamer ces terres, c'est ma forteresse et c'était mon territoire, j'en suis l'héritier et vous allez m'aider à le récupérer car en échange je vous donnerai ta. Et on peut avoir dans ce cas-là une campagne qui partirait avec des PJ qui peuvent faire le choix entre prendre le parti de ce prince nain qui veut s'accaparer un territoire ou au contraire des PJ qui vont être là en mode ouais on va vous aider, y a pas de souci. Bon, bah on va à Pas d'Hiver et on va prévenir à Pas d'Hiver qu'il y a des nains qui viennent pour tout péter, hein. Ça peut être, en fait, ça peut être un ressort, ou au contraire, ça peut juste être une récompense avec « Ah, mais si vous avez eu le courage de défier la mort en ces terres, sachez que moi, je vous récompenserai davantage si vous alliez dans telles autres ruines de mon peuple pour récupérer telle relique. » Et on peut avoir, du coup, un groupe qui devient chasseur de reliques. Ou au contraire, ça peut juste être donné à un moment providentiel une récompense, un objet utile, en récompense à tous les efforts accomplis des semaines, des mois, des années plus tôt par les PJ. Avec le roi nain qui va donner l'orbe magique qui permet de commander aux élémentaires de feu et qui vous permettront de dégager le gardien infernal du mage sombre que vous devez tuer. C'est un ressort narratif qui peut être exploité là. À titre personnel, après un donjon qui est aussi difficile et qui donne aussi peu de récompenses, je mettrai un objet à ressort narratif pour quelque chose... En fait, une clé qui permettrait de déverrouiller des scénarios une fois cette petite campagne d'introduction terminée. Par contre, une fois de plus, hein, Exholm, 1, 2, 3... 4 pages très bien fournies. Vous êtes MJ débutant, vous avez les descriptions qui sont indiquées. Vous avez le plan, vous avez les trésors, vous avez où sont placés les monstres, comment réagissent les monstres, comment ils vont attaquer, pourquoi, où sont les trésors, comment les trouver. Tout est indiqué. Si vous êtes MJ plus avancé et que vous vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme prise comme exercice d'improvisation, bah là il y a des bons trucs à faire. Clairement, les ghouls sont intelligentes. Elles ont une intelligence de 7, c'est pas des génies, mais elles sont pas complètement teubées. Vous avez probablement un personnage plus stupide qu'elle sur la table. Il y a des balistes à l'entrée, les PJ font le bordel à l'entrée, ils se prennent un coup de baliste. Les ghouls vont agir de manière collective, elles peuvent se rassembler, elles peuvent aussi avoir un instinct prédateur qui va les pousser à attaquer la cible la plus faible en priorité. On va avoir les striges qui vont chercher à frapper les créatures pas protégées.
en priorité, parce qu'il faut voir, les striges, c'est des gros moustiques. Le moustique, il va pas essayer de piquer du métal, il va essayer de piquer à travers du tissu. Les araignées géantes qui vont potentiellement essayer d'entraîner dans leur antre le groupe de manière précipitée, en essayant d'en capturer un d'entre eux par exemple, et de l'entraîner dans la tanière et d'amener les autres à les poursuivre. En plus, à partir du moment où il y a un PJ qui est entoilé, ça va dissuader, je l'espère pour vous, parce que sinon ça va vraiment être un moment folklorique, ça va les dissuader d'utiliser le feu. Voilà, parce qu'on fout pas le feu à des toiles d'araignée si on a un copain qui se tient en plein milieu. D'expérience, ils vont pas penser à ce détail-là. À titre personnel, le mage qui balance une fireball sur les toiles d'araignée alors qu'on a un PJ qui est captif dans la zone, le PJ il prend les dégâts de la fireball aussi. Même s'il n'est pas dans la zone d'explosion de la fireball, je considère que les flammes vont finir par l'atteindre avec les toiles qui prennent feu. Il sera libéré de ses entraves, mais il sera calciné. Et on a la Banshee qui peut passer les murs, qui a des attaques particulièrement psychologiques. On est dans un lieu hanté qui pue. On a vraiment en fait... On a un lieu qui est fait pour faire souffrir nos victimes. Il faut les récompenser à la fin. Je sais que la mission en elle-même a une récompense de base qui est pas dégueulasse. Alors, je me rappelle plus exactement, la forteresse d'Exholm. 250 pièces d'or, c'est pas rien. Mais 250 pièces d'or quand on a autant bavé, tu vas peut-être vouloir effectivement... Bah déjà, t'as 2 objets magiques, hein, t'as les gantelets et le home, mais... Ce petit objet supplémentaire qui permettrait de déclencher une quête par la suite, ça peut être sympa et pas faire un truc abusif. Parce qu'en fait, si les PJ ont été traumatisés par le donjon, quand plus tard, bien du temps plus tard, t'as quelqu'un qui leur fait ah mais ça, vous l'avez eu où? Ah mais c'est génial, c'est parfait. Moi, je vais vous récompenser grandement pour si vous me le donnez, parce que pour moi, c'est un trésor pour mon peuple, alors que pour vous, ça vaut pas grand-chose. Ça peut être pas mal. Et ça peut même être exploité de façon autre, genre les PJ vont à pas d'hiver vendre la hache antique, eux ils savent pas trop ce que c'est, ils la vendent, et le bouche à oreille fait qu'il y a le prince nain qui sait que c'est eux qui ont été le trouver, et qui va essayer de les contacter en leur envoyant un messager ou un truc comme ça pour leur dire moi, vous vous en rendez pas compte parce que pour vous c'était pas grand chose, mais le trésor que vous avez vendu à pas d'hiver, en fait il a énormément de valeur, si vous m'en ramenez d'autres, voilà. On repart sur utiliser ça en ressort narratif, ça peut être une solution. Après, si vous voulez pas vous faire chier, mais qu'au final vous dites ah c'était peut-être pas con, faut pas oublier qu'il y avait la chevalière dans tous les cas. Si la chevalière est vendue, à vos 5 pièces d'or, c'est pas grand chose, mais par contre, pareil, ça veut permettre de déclencher un petit truc. Ne pas hésiter à exploiter. Et donc là, moi, c'est comme ça que je préparerai ce scénario avancé. Donc, me mettre mes petites notes. Donc, on est dans moi la forteresse naine de Gros Mégalo. Donc, on est dans le démesuré. Il y a une idée de parallélisme dans la description, donc ce qu'on va trouver dans la partie gauche, on va probablement retrouver des choses similaires dans la partie droite. En plus de l'immensité des murs, il y a des étages, enfin il y a un étage, mais voilà, j'en ai l'information. Le type de monstres qui vont être rencontrés, comme ça, selon mon humeur, je peux directement aller retrouver dans le bestiaire les caractéristiques des monstres pour les sortir, sans connaître les fiches de stade des monstres, parce que ça vous en avez pas besoin. Savoir quel monstre fait quoi, grosso modo, ça peut être pas mal de le faire avant l'aventure. Savoir, voilà, la Banshee a fait peur et elle peut tuer en un coup avec son cri qu'une fois par jour. Nos ghouls, elles ont quand même l'attaque de griffes qui peut paralyser. Mais surtout, c'est des morts-vivants. Les morts-vivants, ça a plein d'immunités. Les araignées géantes qui peuvent empoisonner, paralyser, entoiler. Et enfin, on a les striges qui vont se coller à quelqu'un pour lui pomper sa vie au fur et à mesure, et il va falloir les en déloger. On a tous ces monstres-là qui sont bien dégueulasses, on a un bestiaire qui est bien emmerdant. Maintenant, le coup du plancher qui craque, on évite dans la mesure où tout est en pierre, donc ça, ce ressort-là, il marche pas. Pareil, ils vont pas passer à travers le sol de la forteresse, le sol, il va faire des mètres d'épaisseur, hein, c'est du granit taillé par du lin. Mais par contre, on a quand même tout un tas de dangers sympas à exploiter. Donc moi, c'est ce que je ferai, j'exploiterai ces dangers de manière le plus efficace possible. Donc ça, c'est à titre personnel ce que je ferai. Pour préparer cette partie, donc avec me noter ce qui est important, le détail important. Là, donc va y avoir à un moment donné le chef des ghouls. Faut pas oublier celui-ci, il a forcément la chevalière en or, ça c'est très important. Vu que ça permet d'ouvrir le trésor final, faut pas oublier de se le mettre. Moi, ce sera sûr et certain, il aura le gantelet de force d'ogre. Ça fait un premier objet récupéré en milieu de donjon. Donc déjà, il y a ce ressort qui motive à continuer en fait. On a eu une première récompense, on va aller chercher le reste, parce qu'il y a probablement un autre truc. Un peu à la Zelda, c'est-à-dire au milieu du donjon, tu récupères l'arme qui te permet de tuer le boss, et une fois que tu as tué le boss, tu récupères ton quart de cœur. T'as eu tes 2 récompenses dans le donjon, t'es content. Là, c'est un peu le même esprit. Tu vas récupérer un objet magique, et alors le gantelet de force d'ogre,
Sur un groupe qui aurait fait trop de zèle et qui aurait utilisé toute sa magie, j'autoriserai le guerrier à toucher la Banshee en mettant des patates directement avec les gantelets de force d'ogre, puisque c'est un objet magique. Par exemple, je l'autoriserai ça. Déjà parce que ça me ferait marrer de voir quelqu'un boxer une Banshee. Il y a un côté rigolo dans la scène, un peu ridicule, avec tout le monde qui est derrière. T'es notre dernier espoir, vas-y. Ça peut être marrant, enfin voilà, mais ça me fait marrer. Ensuite, toujours retenir l'idée que là, ça va être très important. En fonction de la discrétion des PJ, il va y avoir de plus en plus... Et là, de base, c'est indiqué. S'ils font trop de bruit, c'est prévu, les ghouls des autres pièces se ramènent pour accueillir les PJ. C'est prévu de base. Donc moi, je vais intensifier la chose en mettant, s'ils font du bordel avant d'entrer, ils peuvent se faire tirer dessus à la baliste. S'ils font du bordel une fois qu'ils sont dedans, il y a les ghouls qui se pointent, mais s'ils font vraiment beaucoup de bruit, il y a la Banshee qui peut se pointer aussi. Parce que la Banshee, elle est chez elle, on fout le bordel chez elle, elle peut se pointer et leur dire de fermer leur mouille. J'estime que c'est important de retenir ça. On se rappelle, on prend bien note de la description, tout est grand, on sent qu'il y avait une magnificence dans les lieux qui n'est plus là, mais il y a toujours cette puissance de ces grandes bâtisses en pierre. On sent qu'il y a eu un travail. Si tu as les moyens de faire une forteresse extrêmement travaillée, c'est que techniquement parlant, tu avais la tranquillité pour faire les travaux et tu avais la richesse pour les faire faire. Donc, c'est un ancien lieu de puissance des nains. D'où mon idée, en fait, de réclamer les terres et tout. Une forteresse aussi travaillée, c'est qu'à l'époque, elle avait énormément de valeur. C'est pour ça que je raisonne comme ça. Une forteresse qui était uniquement fonctionnelle, je vais la décrire très basique, très pragmatique. Mais une forteresse que j'ai envie d'exploiter par la suite, faut qu'elle ait un petit truc. Et on retient cette idée de dernier combat, de fuite désespérée. On sait pas, en tout cas, il n'y a plus rien. Les râteliers ont été vidés, il y a des cadavres en armure par terre, il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on ait le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Et les ghouls qui sont des morts vivants qui sont rencontrés, alors ça d'ailleurs je vais le préciser, ça c'est très important, c'est des ghouls naines, très important. C'est une forteresse de nains, et les ghouls présentes sont les restes des habitants de cette forteresse en réalité. Ensuite, il faut bien insister sur le fait qu'on n'y voit rien et ça pue tellement au bout d'un moment que ça en devient insoutenable, et là c'est un truc que moi je rajoute, un éventuel malus au test pendant un petit moment quand ils sont vraiment proches du repère des lieux pour vraiment insister sur le caractère immonde des lieux. Se rappeler que si des PJ s'éclairent, dès qu'ils s'approcheront des endroits où il y a des striges, les striges vont paniquer et attaquer. Parce qu'il fait sombre tout le temps, que c'est des créatures qui vont être perturbées par la lumière et qui vont réagir en conséquence en essayant d'éliminer, et là ça peut être marrant, soit en priorité les porteurs de torches, soit au contraire rester le plus éloigné possible des torches et attaquer en priorité ceux qui ne tiennent pas les torches. Voilà, ça c'est... Par contre, une fois que vous avez choisi un pattern, tenez-vous. Voilà, même si ça marche pas, parce que c'est celui qui tient la torche, il est en armure lourde, les striges, on décide d'attaquer en priorité celui qui tient la torche. Si c'est toujours le gars en armure lourde qui tire la torche, c'est cette personne-là que vous allez toujours attaquer. Vous prenez un pattern de comportement de monstre et vous vous y tenez. Il y a la chambre de la Banshee était étonnamment luxueuse. Alors la Banshee c'est une elfe. Après ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Là pareil, c'est la partie annexe. L'histoire de la Banshee, elle avait été retenue captive par les nains. C'est pour ça que c'est devenu un esprit vengeur un peu. Par conséquent, on peut aussi exploiter ça dans les descriptions si on veut exploiter ce côté-là de l'histoire. Ça va être après, c'est réfléchissez là maintenant quand vous préparez votre campagne. Si vous envisagez de faire une suite, c'est le moment où vous vous mettez des pistes en vous disant ça je veux l'exploiter parce que ça me parle. En fait c'est un ressort narratif qui me parle, je vais me souligner en rouge, telle chose était importante. Ensuite, l'ultime pièce, donc la dernière épreuve avec le nid de Strige, le passage secret qui peut être loupé, des D15, ça se loupe, ce qui est con. Mais oui, le trésor final peut être raté, d'où l'intérêt de mettre une partie de la récompense avant aussi. C'est-à-dire que les PJ peuvent, même s'ils se ratent complètement sur la découverte du passage secret, ils peuvent quand même retirer les gantelets de force d'ogre et avoir une partie de la récompense du donjon quand même. C'est aussi pour ça que ça peut être utile de mettre en amont un trésor, c'est qu'en fait au final, ils vont peut-être pas réussir à tout trouver. Donc mettre un petit peu sur le chemin, ça peut être sympa de leur part, de votre part. Et donc, une fois que vous avez tout fini, il y a le retour au village qui peut être amusant à faire. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état des PJ sur le retour, si vos victimes ont fait un perfect, ils n'ont quasiment pas été déglingués, ils ont fait un massacre dans la forteresse, ils ressortent beaux comme des camions,
Dans ce cas-là, bon bah accueil triomphal, le bourgmestre est ravi, peut-être même une petite prime parce qu'il a oui on a enfin un lieu pour se replier, c'est trop bien, si jamais ça se passe mal, on a vraiment ce lieu où on peut se cacher, voilà. Mais s'ils reviennent, ils sont déglingués, ils sont recouverts de sang, leurs armures il faut qu'ils les rachètent. La première chose qu'ils demandent c'est une chambre pour dormir. Ils veulent pas qu'on leur parle de ce qui s'est passé là-dedans parce qu'ils en ont trop bavé. Ils sont à bout. Bon, le bourgmestre, il va donner la récompense, il va leur dire merci et tout, mais très clairement, il va pas y avoir d'entrain, par exemple. Là, ça peut être l'occasion d'improviser sur le fait que, bon, si vous, aventurier expérimenté, vous êtes revenu, vous nous dites que c'est sûr, ok, j'en tiens compte, mais vu vos gueules, on va peut-être pas y aller quand même. Ça me paraît... ça me paraît hostile comme endroit, finalement. Ouais, j'ai pas envie. Merci, hein, vraiment, merci, mais on va chercher une autre solution. Hein. Ouais, non, c'est vraiment très gentil de votre part, je vous remercie pour les efforts, et vraiment, je dirais à mes gens que s'ils le veulent, ils peuvent aller trouver dans la forteresse parce qu'elle a été nettoyée, mais moi, mon dernier bastion, ce sera mon petit salon. Votre pote, là, il lui manque une jambe, très clairement, elle a passé un mauvais moment là-bas, j'ai pas envie d'y aller. Puis en plus, j'ai bien vu que vous avez tous été mâchouillés, il y en a un qui a été piqué, vous avez de la toile d'araignée gigantesque en guise de cape. Voilà. En fait, la réaction des villageois au retour des PJ peut être lieu à une scène aussi. Et là, ça n'a pas été. Là, ça s'improvise. Là, c'est une part d'improvisation qui peut être très intéressante, qui peut durer aussi longtemps que l'aventure. À savoir, hein. En fonction du groupe, par exemple, si vous avez un barde, qui va aller raconter ce qui s'est passé, ça peut être lui son moment de briller à ce personnage-là, et de raconter, de mettre en emphase, et d'essayer de tirer quelques piécettes, un meilleur lit, la sympathie des villageois pour obtenir d'autres renseignements, là, vu qu'il y a des rumeurs à débloquer, peut-être que les gens vont dire « Ah ouais, vous avez fait ça !» Ah mais alors peut-être, si vous avez réussi à détruire la forteresse d'Exholm, peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour le phare qui se trouve sur la côte, parce que voilà, en fait, faut rebondir plutôt que de faire faut essayer de donner une vie au village, et en fonction de la manière dont les personnages vont être interprétés, en fonction du type de personnage qu'on va avoir aussi, peut-être que ça, bah voilà, là avoir un bard, un personnage en gros, un beau parleur dans l'équipe, ça peut être l'occasion d'obtenir des récompenses autres, pas forcément pécuniaires, mais vraiment en fait. C'est bête, mais d'écrire, bah en fait, là, vous voyez, le tavernier, il a changé les paillasses sur les lits, il a mis quelque chose d'un peu plus confortable, vous avez des meilleurs draps, il vous a déposé un petit kit de couture et des bandeaux pour que vous puissiez vous soigner, il vous fait chauffer une bassine d'eau. C'est des petits détails, mais des PJ quand on bavé sur toute l'aventure, si en fin d'aventure, vous avez un petit truc en plus, un petit truc improvisé comme ça, qui donne l'impression aux PJ qu'ils sont bien perçus, ils vont continuer à être généreux. Il ne faut pas hésiter sur les retours d'aventure, surtout les retours d'aventure très durs, ingrats comme c'est pas permis, comme est la forteresse d'Exholm, à compenser le manque de récompenses pécuniaires et matérielles par de la chaleur humaine, tout simplement. Qu'ils se sentent les héros d'une histoire et qu'ils se sentent mis en valeur. Ou au contraire, s'ils sont partis comme des pleutres en arrivant, qu'on leur dise bon bah c'est gentil les gars, mais bon bah du coup on vous enverra plus faire des trucs dangereux, puisqu'apparemment aider les villageois c'est trop compliqué pour vous. Mais ne pas hésiter aussi à être un peu plus punitif ou qu'ils ressentent qu'ils ont déçu les villageois si jamais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, mais vraiment rebondir sur les actions des joueurs dans leur lieu de repos, puisque le village de Phandaline, c'est le lieu de repos des PJ. Plus ils vont se montrer agréables, utiles, qu'ils vont faire des choses que les villageois n'ont pas demandé, et plus ils vont être bien perçus là-bas. Alors qu'au contraire, plus ils vont faire de la merde, plus ils vont être reçus de plus en plus froidement. Ça peut être aussi un moyen d'avoir du comportement et des interactions intéressantes sur sa table. Après, là, c'est vous qui voyez. Moi, c'est comme ça que je vais préparer, donc il n'y a pas vraiment de différence pour moi entre une préparation, entre une mission basique et une mission complexe. Maintenant, pour des maîtres du jeu débutants qui veulent tout suivre pas à pas, la plupart des scénarios achetés et l'ensemble des aventures du kit de base ont vraiment un plan détaillé
avec les pièces numérotées, la description de ce qu'il y a dans chaque pièce, que vous pouvez suivre pour pas vous prendre la tête. Mais malheureusement, moi là où je vois une contrainte, certains, ils verront quelque chose de très bien, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Moi là, ça, là, la map là, pour moi, ça ralentit. Mais un MJ qui a l'habitude de dessiner, un MJ qui a une personne sur sa table qui au contraire va vouloir dessiner au fur et à mesure le plan et tout, au fur et à mesure qu'on lui décrit tout, ça peut être exploité en matière brute, c'est-à-dire avec le plan qui va être dessiné intégralement au cours de la partie. Il n'y a pas de souci. Et ça peut même être marrant qu'un plan soit entièrement dessiné par un joueur et qu'à la fin on fasse une comparaison entre le plan du bouquin et ce qui a été dessiné par le joueur en fonction des descriptions. Ça peut être un moment très très drôle. Parce qu'on peut avoir, mais il n'y a aucun lien, ou au contraire tu peux être là et faire waouh, ouf. En fait, t'es balèze, t'es vraiment balèze. Parce que je pensais pas avoir aussi bien décrit les lieux et t'as tout fait. C'est ça. Bien joué. Ça peut être intéressant. Et ça peut, au contraire, valoriser. Par exemple, on peut avoir une personne autour de la table qui va pas beaucoup parler parce que pas très à l'aise, mais qui, au contraire, va prendre des notes, va faire des dessins, des trucs comme ça. Et puis là, à la fin de la partie, voir que cette personne, elle est dessus et regarder, faire ah, donc le plan, tu l'as vu comme ça, ok. Et à quel endroit t'as trouvé que c'était dangereux et t'as même noté là et tout, ok, d'accord. Et ben là, la personne qui aura en fait passé pas mal de temps à prendre des notes, qui se sera pas trop exprimée et tout, on va se rendre compte que finalement elle est aussi active que toutes les autres personnes autour de la table en observant ce qui a été fait en dehors de la parlotte. Tout est exploitable quand on maîtrise et il faut toujours tenir compte des actions accomplies par les joueurs et joueuses et les valoriser même une fois la partie terminée. Par exemple, voilà, simplement constater que quelqu'un a dessiné un plan ou a noté le nom, hein, bêtement, mais pris en note le fait qu'ils ont été à Exholm. Dans cette forteresse, ils ont récupéré le nom de la Banshee, ils ont fait des choses comme ça. Ça peut être aussi un truc à reconnaître, à valoriser quand on finit la partie, de dire ah bah merci d'avoir pris ça en note et tout. Parce que comme ça, on sait cet élément-là a intéressé les joueurs, donc cet élément-là, je pourrais le réexploiter par la suite parce que c'est un truc qui a été marquant. Voilà, là le kit d'initiation, il propose une aventure simple. Il y a moyen d'en tirer un élément pour poursuivre la campagne une fois le kit d'initiation terminé. Donc pas hésiter à se mettre des pistes, pas forcément à tous les scénars, mais les scénars où il y a un truc que vous pouvez utiliser de manière marquante, pas hésiter à s'en servir pour se donner une piste. Mettre un trésor supplémentaire qui servira par la suite, ajouter une phrase, par exemple la première aventure que j'ai décrite, donc l'excavation naine, on rencontre 2 archéologues nains. Là, ces 2 aventures-là, on peut les linker. On peut avoir les archéologues nains qui disent qu'ils viennent de telle ville, que dans telle ville, il y a le prince qui les récompense s'ils ramènent un trésor, les PJ vont explorer ça, et ils trouvent un trésor nain. Peut-être qu'ils vont faire un lien. S'ils font un lien, paf, on a une aventure qui peut naître pour la suite de la campagne une fois qu'on a fini l'histoire du dragon de givre. C'est pour ça, ne pas hésiter, en fait, d'où l'utilité de préparer en amont, c'est que là, en plus c'est du hasard total, puisque les 2 aventures je les ai pris au pif, mais là déjà j'ai 2 aventures que je peux lier à une suite de campagne autour des nains. Si je sens que ça plaît à mes PJ, si je vois que mes joueurs et joueuses en ont rien à faire de cette histoire de nains, c'est pas grave, j'ai mis une piste, ils sont pas intéressés, je vais pas leur imposer. C'est une piste. Et je leur enverrai peut-être un messager ou un truc comme ça, mais c'est juste une piste. C'est pas, ça va être ça la campagne. C'est, je vois ce qui sert d'accroche, parce que là, j'ai 9 aventures dans lesquelles je peux mettre des accroches pour préparer une éventuelle suite, une campagne qui continuerait. Donc 9 scénarios pour mettre des pistes, j'ai pas mal de possibilités. Là, il y a moyen de réfléchir à quelque chose d'intéressant. En préparant comme je le fais en amont, se mettre des petites pistes, avoir des pistes de réflexion si on compte continuer sur du D&D, si on compte continuer sur cette histoire. Parce que déjà je maîtrise, comme je vous le disais, je vais maîtriser le truc pour un pote, pour qu'après il puisse aussi maîtriser. Et donc lui expliquer là tout ce que je suis en train de faire. Pourquoi je le fais et dans quel raisonnement, lui ça va lui être utile, il va pouvoir comprendre que tout s'exploite. Et que quand on improvise et qu'on met un truc joli, rigolo, parce que là sur le coup c'est bien, faut retenir que si on l'a mis, on pourra le ressortir, ça pourra avoir son utilité. C'est comme ça qu'il faut maîtriser. Faut pas... En fait, les histoires qui sortent du cul d'une vache, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est j'ai fait cette petite aventure, dans cette petite aventure, j'ai rencontré telle personne, j'ai vu ça, et cette personne, cet objet, ce que j'ai vu et tout, quand j'en parle, ou quand j'en reparle, quand je retrouve, quand je ressors, ça va faire avancer l'histoire. Alors que j'ai été dans la forteresse naine, j'ai été dans la forêt des elfes, un gnome est venu me dire bonjour, et on voit aucun lien, c'est moins intéressant. Il est plus intéressant et plus facile de construire une aventure, une campagne en se donnant des ressorts narratifs et des liens d'une aventure à l'autre qu'en faisant des aventures déconnectées les unes des autres.